Bien, bonsoir à tous, bienvenue pour ce conseil de rentrée. Nous procédons à l'appel avec M. Amar. Mesdames et messieurs les élus, bonsoir. Michel Aguil. Présent. Jean-Marc Leonetti. Maurice Lissa. Elle arrive. Pierre Tonarelli. Sophie Chav. Claude Farcy. Joël Batz. Jean-Philippe Musso. Agnès Adèle. Grégory Couchet. Caroline Chéliquian. Gérard Pateau. Vincent Leca. Patricia Boisguin. Sylviane Réau. Didier Léon. Karine Vassalo. Pas de nouvelles. Fabrice Vega. Miaïla Moutar. Excusez pour voir Madame Giallo. Audrey Giallo. Julien Arbel. Audrey Ville. Éric Adel. Francette Lévy. Gérard Vallin. Alain Ponce. Romain Marot présent. Joël Fiori-Reynaud. Jean-Claude Cabras. Excusez pour voir M. Amari. Katia Delaveau. Michel Scamaroni. Solange Gorlier-Lacroix. Maximilien Fuzon. Emeline Coche. Rosie Inodi. Excusez pour voir Madame Lévy. Merci. Nous avons à faire approuver le procès verbal de la dernière séance du 29 juin. Oui, M. Fuzon. Oui, bonsoir à tous. Oui, lors du dernier conseil municipal, on ne va pas revenir sur la polémique, mais il y avait été évoqué un skatepark imaginaire. Il y a eu la délibération. Et sur la délibération, il y avait écrit qu'il y avait un skatepark. On vous l'a expliqué, on vous l'a dit, vous l'avez vu. Et malgré ça, vous avez fait voter la délibération avec le skatepark imaginaire. Lorsque l'on va sur le site de la mairie à des Mirabeau, il y a toujours ce skatepark imaginaire sur le plan. Pire encore, c'est que vous avez donc envoyé comme ça au préfet pour le contrôle de légalité. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous avez envoyé directement au préfet un document qui est faux. Un faux. Donc c'est juste simplement, on souligne, c'est juste hallucinant. Il n'y a que au Pays de Mirabeau, je parle avec d'autres collègues qui sont venus dans des mairies, il n'y a qu'au Pays de Mirabeau qu'on voit ce genre de choses, c'est juste hallucinant. Jean-Marc. Oui, bonsoir à tous. Oui, effectivement, il y avait une erreur sur la configuration. On n'arrêtait pas de le répéter, c'est dit. Ça fait rire bien une bonne, mais ça a été rectifié et ça n'a pas gêné pour faire passer la convention. Ils vont passer d'ailleurs une autre après. Ça n'a pas gêné à faire passer la convention. D'autres actes. D'autres remarques. Bien, donc je mets au voie. Ah, pardon. Si, monsieur le maire, une remarque concernant un précédent PV, puisqu'on n'avait pas les chiffres, les chiffres à l'époque. Alors maintenant, on a un peu plus de visibilité sur le sujet. Pour rappel, nous avons augmenté la taxe foncière pour un total pour les Pénois de 18% in fine. 86% des communes ont fait le choix de ne pas augmenter la part communale de la taxe foncière. Nous avons un excédent budgétaire de 15 millions d'euros. Qu'est-ce qui fait que nous avons fait ce choix et quel est votre avis alors que 86%, M. Musso, M. Amière, des communes ont décidé de ne pas augmenter la part communale de la taxe foncière? Oui, on ne va pas rentrer dans ce détail maintenant, ce sera l'occasion de le faire lors de débats budgétaires. Je dirais que les taxes foncières avaient été anticipées les années précédentes dans la plupart de ces communes. Nous n'avons pas fait ce choix, nous avons reculé le plus possible le moment d'augmenter les impôts. Le choix qui a été fait, c'est tout simplement la nécessité de produire un budget sincère, c'est-à-dire un budget en équilibre. Quant à l'excédent que nous avons, c'est un excédent qui est tout simplement destiné à, je dirais, financer le programme que nous avons sur les 6 années à venir. Alors, bien entendu, on n'est pas obligé de partager ce point de vue, et je sais que vous ne le partagez pas, mais c'est ça le débat démocratique. Vous évoquez le fait que les communes aient anticipé pour certaines augmentations. Prendre un exemple qui est très local, une commune que l'on a citée précédemment, Marignane, qui depuis 15 ans n'a pas augmenté la part communale. Donc on voit bien que lorsqu'il y a des communes
qui ont des excédents budgétaires, elles n'augmentent pas la part communale de la taxe foncière si la commune reste riche. C'est des choix différents. Moi, je vous engage à ceux qui ont du temps à les comparer globalement, je dis bien globalement, les taxes foncières des communes de même stade. Mais honnêtement, Fuson va reprendre la parole sur ce sujet, honnêtement, est-ce que vous croyez franchement qu'un maire augmente les impôts pour le plaisir? On se pose la question de pourquoi les augmenter alors qu'il nous reste 15 ans. Je vous ai répondu, monsieur Fuson. Oui, bon, en tout cas, merci monsieur Amaro de souligner l'excellente gestion des mairies RN et associées. Voilà. Non, mais c'est pas parce que c'est RN ou extrême gauche. Du moment où c'est bien fait, vous avez la couleur politique. Ben, on fera le point à la fin du mandat, c'est-à-dire dans 3 ans. Bien, le procès verbal, je mets aux voix qui est pour. RN est associé à Ali. On va éviter les fondamentaux. Il ne nous a pas échappé que Marignan était quasiment passé au RN. Merci de le rappeler. Donc, procès verbal de la séance du 29 juin 2023 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Y a-t-il des questions concernant les marchés attribués au mois de juin? Monsieur Fuson, et c'est Madame Baltz qui répond si besoin. Oui, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'on peut régler la climatisation à la mairie? Ici, dans la salle du conseil municipal, par exemple, on se lève, et le bouton qui est là, on peut la régler. J'aimerais qu'on parle des marchés, parce que sinon on va partir en live sur tout et n'importe quoi. Alors s'il y a un lien avec les marchés, tout à fait prêt. Oui, on peut climatiser la salle du conseil municipal. C'est vous qui pouvez la gérer dans votre bureau, un peu partout, et cet été, pas du tout. Et même pas du canicule. Non, vous ne pouvez pas. Non, il y a une centrale de gestion de ces choses-là. Là, on peut mettre le froid ou le chaud. C'est une centrale de gestion. Il y a le chaud et le froid. Oui, il y a un thermostat. On appuie dessus, on fait du froid, on fait du chaud. Et vous pouvez le gérer directement. On est d'accord? Et hors canicule. Si vous voulez, s'il fait 30 ou 35 degrés, qu'on n'est pas dans une canicule, vous pouvez le gérer. Or, vous avez fait un marché public pour l'école des amandiers, où vous avez installé la clim, c'est très bien, sauf que c'est vous qui gérez la clim et qui décidez quand est-ce qu'on met le froid ou le chaud. Enfin, le froid, la climatisation. Non, vous avez bien fait de faire non pas de lapsus, parce que c'est en effet le froid ou le chaud. Voilà. Il s'agit d'une pompe à chaleur. C'est ça. Donc, on a quand même du personnel et des institutrices qui encadrent des enfants qui sont quand même assez responsables pour encadrer des enfants. Mais c'est vous qui gérez à distance le fait de mettre la climatisation ou non, et vous les jugez donc irresponsables pour pouvoir mettre la climatisation ou non. Pour vous dire, vous allez au mois de septembre, vous allez dans les classes, il fait plus de 30 degrés. Il fait chaud, on n'est pas en canicule, donc du coup vous ne mettez pas la climatisation, alors que là, ici au conseil municipal, on sent qu'il y a la climatisation. Donc, est-ce que vous faites monter la température? Peut-être. En général, c'est avec les femmes, ça. Bien, j'ai entendu votre remarque et je pense que tout le monde l'a saisi, mais je voudrais qu'on ne sorte pas trop des rails du conseil. Justement, il y a le marché public de la climatisation avec les amandiers. Donc moi, ce que je voudrais, j'aimerais bien que vous puissiez vous engager à ce que ce soit directement au sein de l'école qu'on puisse gérer la climatisation. J'ai entendu votre remarque. Donc, y a-t-il d'autres remarques sur les marchés attribués au mois de juin? Et juillet, oui, pardon. Merci. Donc, nous pouvons rentrer maintenant dans l'ordre du jour proprement dit. Et la première délibération est rapportée par Claude Farcy. Bonsoir. C'est l'attribution de subvention au groupe Adaptrem pour un montant de 7 500 €. Et ces 5 € différents par rapport à l'année 2022. C'est que cette année, la date 13 a travaillé avec l'équipe à domicile pour le plan canicule et a fait le lien avec le CRS sur les cadres d'urgence constatés. Ils ont fait aussi une action le 3 août 2009, Jacques Cartier. Merci. Des questions, des remarques? Oui, madame. Excusez-moi, mais sur justement ce type d'action au sein de l'action de prévention, quels ont été les résultats sur les actions précédentes?
des actions au niveau de la CAP 13. Il y a eu des soirées à l'immersion au niveau du Saint-Georges. Et donc il n'y a pas eu de remontée négative. Alors, tant mieux. Moi, ce que j'espère avoir, c'est des remontées positives, en fait. Parce que là, il s'agit d'un budget de 7 500 € plus 2 agents, en fait. Donc, c'est 7 500 € plus le salaire de 2 agents, je dis Pardon, je vois. Le salaire des 2 agents, c'est des salaires ADAP. Et vous savez que 95% du budget de l'ADAP, c'est le conseil départemental. Ces 7 500 € ne sont que des participations que nous apportons au niveau de l'ADAP. C'est quelque chose que j'avais obtenu il y a bien longtemps quand j'étais VP à la protection de l'enfance au conseil départemental et président de nos administrations d'ADAP. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a justement les résultats de ces actions-là, c'est-à-dire quels sont le nombre de participants? Est-ce qu'il y a eu une chute de la délinquance? Est-ce qu'il y a eu une augmentation de l'intégration des enfants au sein de la commune, notamment dans les clubs sportifs, notamment au sein de la vie communale? Moi, ce que j'aimerais avoir justement sur ces questions-là, c'est une évaluation en fait des projets, parce qu'à chaque fois, on fait des projets qui sont sensiblement identiques. Sauf qu'on n'a pas de retour. Et je trouve ça un petit peu compliqué en fait. Ce que je peux vous faire repasser, c'est leur demander leur bilan d'activité qu'ils fournissent chaque année et qui est quelque chose d'assez globalisé. Par contre, je vais vous répondre peut-être de façon un peu plus précise au niveau de la Gavotte et plus particulièrement du Saint-Georges, puisque c'est l'endroit où les choses sont le plus problématiques. Je crois qu'on a un petit groupe d'un petit nombre de jeunes gens qui mettent quand même un peu la pagaille. Ce que je voudrais que les choses, là où je voudrais que les choses soient bien claires, c'est ne pas confondre le social et la délinquance. Permettez-moi. Ces jeunes gens sont de véritables petits délinquants. La prévention de la délinquance relève de l'action mairie, de par la loi. Nous avons le CLSPD que nous faisons fonctionner du mieux possible. Et lors de certains faits qui se sont produits il y a 1 mois et demi maintenant, et en particulier certaines dégradations qui ont eu lieu au niveau du Saint-Georges, j'ai reçu ces jeunes gens. Quand je dis j'ai reçu ces jeunes gens, que les choses soient claires, ils sont parfaitement identifiés par nos services de prévention, par les services de la police municipale et les services de la police nationale. Ils sont venus, ils ont répondu à la convocation avec leurs parents. On leur a dit ce qu'on leur avait à leur dire et ils ont eu un comportement, je le dis clairement, d'une extrême arrogance. Une extrême arrogance soutenue par les parents. Et vous allez m'excuser la vulgarité, après avoir reçu, bien évidemment je ne vais pas citer les noms, vous écoutez bien, après avoir reçu un d'entre eux avec la mère, on nous a écouté avec un détachement, une espèce de mépris de ma personne et des gens qui m'accompagnaient. Alors les gens qui m'accompagnaient, il y avait Claude Farcy, il y avait le directeur de la police municipale, il y avait un officier de police judiciaire. Ils sont repartis et puis on avait un agent municipal qui les a croisés dans le hall et qui a entendu, excusez-moi la vulgarité, le mot n'est pas de moi, ce sont des trous du cul. Excusez-moi. Or, pour moi, ces gens-là, ça ne relève pas du social, je suis désolé. Ça relève de l'éducation. Et je suis désolé aussi, l'éducation, c'est d'abord, en plus là, une fois n'est pas coutume, je viens sur votre terrain, parce que j'écoute quand même ce que vous dites au point de vue politique. L'éducation, ça relève des parents. Et lorsque les parents ne sont pas capables de faire passer des messages élémentaires de politesse, de courtoisie, vous savez, je sais recevoir les gens, les jeunes, je les ai pratiqués pendant de très très longues années, croyez-moi, je n'ai eu aucune attitude agressive à leur égard. Au contraire, je leur dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous faites rien pour nous. Bon, comme vous venez de le souligner, Madame Coche, je leur ai dit, mais les associations sportives, les associations culturelles, l'IDTEC,
les camps que nous faisons. Ah non, mais c'est pas ça qui les intéresse. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je vais vous dire ce qu'ils veulent. Vous le savez très bien et aussi bien que moi. Ils veulent un lieu pour se réunir et faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire éventuellement picoler et fumer des joints. Moi, je suis désolé, la mairie n'est pas pour ça. Elle n'est pas pour ça. Donc vous voyez que sur un plan programmatique, parce qu'encore une fois, sur ce plan-là, je vous rejoins. Je vous rejoins. C'est une poignée de jeunes, hein, parce que la grande majorité, je vais vous dire, après j'ai vérifié les listes, hein, ça m'est facile, en toute discrétion bien entendu, mais la majorité de ces jeunes, on les retrouve dans nos écoles, on les retrouve dans nos collèges, on les retrouve dans nos associations sportives. Bon, ben il suffit qu'il y en ait, allez, là j'estime le nombre à une petite dizaine pour pourrir l'ambiance. Et on a beaucoup de mal à faire quoi que ce soit. Vous comprendrez bien que je ne peux pas moi-même prendre entièrement la responsabilité de ces agissements. Voilà. Pour vous répondre, vous connaissez mon métier, vous savez que je gère des logements HLM, donc je les gère aussi avec ces problèmes-là aussi. Voilà, parce qu'il n'y a pas que des problèmes sociaux dans les logements HLM, il y a aussi des problèmes de délinquance, parce qu'effectivement, c'est dans ce type de population aussi qu'on retrouve que se réfugie, on va dire, la délinquance, parce que c'est pas la même chose, mais malheureusement, ça s'intègre dedans. Vous savez aussi que quand on gère des résidences HLM, on les gère en partenariat avec la mairie, effectivement, quand on est bailleur, avec aussi les services de police, que ce soit la police municipale, la police nationale, et avec les médiateurs. C'est quelque chose que je fais chaque jour, donc j'ai, dans ma petite expérience, vu énormément de cas de cette académie, j'allais dire. Et effectivement, vous avez raison. Vous avez raison de me rejoindre là-dessus. C'est en général un petit panel de quelques personnes qui va mettre une ambiance délétère au sein d'une résidence, qui va entretenir toutes les dégradations, qui va réduire à néant le travail du bailleur sur les réparations, qui va faire augmenter le budget de l'entretien de la résidence et qui va aussi créer un climat, on allait dire, un petit peu de peur ou de gêne dans les alentours. C'est vrai, vous avez raison de vous rejoindre là-dessus. Malheureusement, j'ai côtoyé beaucoup des actions qui sont des actions d'associations annexes aux mairies. Et je n'ai jamais vu, malheureusement, je dis très honnêtement parce que j'y ai cru pendant très longtemps, je n'ai jamais vu d'amélioration avec ce type d'action. Pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, et vous avez eu raison de recevoir ces jeunes gens, même s'ils vous ont traité de façon très discourtoise, c'est pas le problème. Mais il faut qu'ils sachent qu'il y ait une colonne vertébrale à la commune, que la commune est une affaire de tous. Et pourquoi je vous dis que ces actions-là, pour moi, sont pas efficaces, voire délétères, c'est parce qu'elles externalisent la commune, de la communication au sein de la résidence. Alors après, quand ça se passe mieux, pourquoi pas ces actions-là? Mais quand je vous dis que la mairie doit être partie prenante, la police doit être partie prenante, c'est pas une vision de l'esprit ou parce que c'est la vision de certains partis. C'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et c'est la façon avec laquelle on a pu rétablir certaines résidences. Donc c'est pour ça que je comprends mal, alors qu'on n'a pas eu de résultats qui soient, on va dire, significatifs aujourd'hui, on continue encore dans cette voie. La raison, elle est très simple, et c'est là où on n'est pas d'accord. On est dans la prévention. Alors, la prévention, c'est quelque chose que je connais bien dans un autre pôle de ce que j'ai pu faire dans ma vie, c'est le pôle médical. La prévention, c'est parler de la maladie que l'on n'aura pas. Et la prévention en matière sociale, on parle volontiers de prévention primaire, secondaire, tertiaire, c'est la prévention des actes de délinquance que nous n'aurons pas. C'est le principe même de la prévention de la délinquance. Je ne suis pas en train de dire que la LAP est la solution parfaite, la preuve en est. Mais par contre, je pense quand même, compte tenu des dialogues que j'ai pu avoir assez régulièrement avec ces gens, qu'on arrive quand même à avoir moins de problèmes dans l'ensemble que si on ne les avait pas. Bon, vous savez, le suivi du Saint-Georges, je le connais depuis 95. Excusez-moi du coup. Je me rappelle dans ces années 95-2000, j'étais pas maire à l'époque de M. Mélan. On avait une famille extrêmement
encore je ne vais pas donner de nom évidemment, turbulente, voire violente, d'un jeune garçon assez grand, hein, puisqu'il était majeur à la fin de sa carrière, si j'ose dire, il a été emprisonné, il s'est suicidé au Beaumet. Voilà. C'est à cette époque-là que Victor Mélan m'avait demandé de commencer à réfléchir sur ces questions. Vous savez, Mme Gauche, la solution parfaite, si je l'avais, inutile de vous dire, je la mettrais en cause. Vous êtes jeune, vous avez des enfants, un enfant, je crois, deux, bon, ils sont tout jeunes. Vous les suivez de près, vous les éduquez, vous leur inculquez des valeurs. Voilà. Je vais vous dire, alors moi je suis vieux par contre, mais si j'avais fait le quart de la moitié de ce que ces gamins ont pu faire, les personnes, hein, que je sois convoqué par le maire et la police, mon père qui était pourtant un brave homme, paix à son âme, mais il me démontait. Ah oui, mais ça se fait plus. Alors, je sais que je vais être critiqué, sans doute, mais c'est vrai qu'un langage d'autorité un peu forte, moi, personnellement, ça ne me gêne pas de le tenir. Moi, j'ai 3 grands-enfants, j'ai 6 petits-enfants, j'ai été un père plus que cool, comme on dit. J'ai simplement inculqué des valeurs normales à mes enfants. Et s'il y avait eu une dérive de cet ordre-là, ça se serait très mal passé à la maison. Or là, à quoi on assiste? On assiste à une mère, parce que les pères, ils savent où, et les pères sont pas venus. Une mère, non, le maire, il fait rien pour nous. Bon. Le maire, c'est le trou du cul. Très bien. Comment voulez-vous que ces jeunes retrouvent une voie normale? Comment voulez-vous? Et je ne tiens pas... Là, c'est pas politique ce que je dis. C'est le strict bon sens de l'éducation. Je pense que 100% des gens qui sont autour de cette table, y compris le public qui est là, qui n'est pas forcément avec moi d'un point de vue politique, et ce n'est pas le sujet, partagent ça. Bon, le sujet, je reviens quand même à la délibération, c'est de savoir si la date sert ou pas à quelque chose. Moi, je pense que oui, un peu. Vous pensez pas du tout. D'où le sens de cette délibération. C'est tout. Je pense que si nous n'avions pas la prévention spécialisée, qui n'est pas quelque chose d'abstrait, hein, qui est une loi, la loi de 95, hein, si je ne me trompe, les choses seraient encore pires. Je pense que la médiation, je pense que la discussion, ça fait partie des jeux. Après, il faut que l'autorité existe. Et quand l'autorité n'existe plus, ben, c'est la catastrophe. Alors, permettez-moi, je suis née au Saint-Georges. Non. J'y suis née, j'y ai grandi jusqu'à mes premières années et 10 ans. Je connais bien le Saint-Georges et l'évolution du Saint-Georges. Tout à fait. Je sais que c'est rien, ni une attaque, absolument pas. C'est juste pour vous dire que je connais bien le Saint-Georges. Quand vous parlez de médiation, effectivement, il faut de la médiation. Et de la médiation... non, mais je suis d'accord avec vous, il faut de la médiation. Mais de la médiation par ce type d'action adaptative, je ne suis pas vraiment sûre que ce soit, j'allais dire, bénéfique. Pas parce qu'il ne faut pas d'accompagnement. L'accompagnement, les enfants du Saint-Georges l'ont au sein de la mairie, l'ont au sein des associations sportives, ils l'ont. La problématique, c'est de traiter le quartier Saint-Georges de façon différente qu'ailleurs, ce n'est pas un bon signe. Parce qu'il faut, et comme vous l'avez très bien dit, une responsabilité qui doit être acquise par les parents qui sont responsables de l'éducation de leurs enfants, tout à fait, mais aussi par les enfants qui commencent à grandir. Parce qu'effectivement, quand on fait une action, quand on va vers une action, on en est responsable, on en est le moteur, et on arrête d'être en attente de ce qu'on veut, ce qu'on voudrait, ce dont on rêve, et on ne fait rien dire. C'est pas ça. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, c'est pas une attaque contre la date 13 ou quoi que ce soit. C'est tout simplement un mode d'action. Et quand vous parlez de nécessité de la responsabilisation des parents, quand vous parlez de nécessité de la colonne vertébrale de l'autorité, oui, mais on l'acquiert qu'en ayant ce vecteur vers la responsabilité, c'est-à-dire en allant vers l'action. Et traiter un quartier différemment des autres, je suis désolée, ça me gêne. Alors, pardon, là je vais laisser finir, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Essentiellement visé vers le non, ce n'est pas le cas. J'ai simplement constaté, sur les 8 gamins que j'ai reçus, il y en avait 5 du Saint-Georges, c'est une réalité, mais la dame, c'est pas la dame du Saint-Georges.
c'est madame, des situations difficiles. Ah ben, la prévention spécialisée, c'est la situation difficile de certains jeunes et adolescents. Ils ne sont pas qu'au Saint-Georges. C'est écrit au Saint-Georges. C'est écrit, toutes les actions qui sont écrites. Et on ne va pas nier que les difficultés qu'on a eues ces dernières semaines étaient au Saint-Georges, mais pas qu'en interne. Bon, après, écoutez, on ne va pas polémiquer, on peut avoir une sensibilité légèrement différente. Je vous répète, je ne suis pas certain que là, ça règle tous les problèmes, bien loin de là. Je pense quand même, pour avoir quand même travaillé il y a bien longtemps avec eux, qu'on en aurait certainement un peu plus s'ils n'étaient pas là. Bon, le conseil départemental à l'époque avait consenti à nous aider avec des éducateurs, enfin des gens qui connaissent quand même ces choses-là. J'avais accepté, moyennant la participation, et ce soir c'est ce que je vous demande de voter. Voilà. Oui, donc je vais au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Agnès Amiel ne participe pas au vote puisque membre du conseil d'administration. Merci. Les délibérations suivantes. Alors, bonsoir à tous. La délibération de Nantes. Cela concerne le transfert de biens et des droits immobiliers à la métropole pour la déchetterie qui est située sur les parcelles AP 237, 238, 240, 241, 244 et 45. Question, remarque? Si on n'a pas, je mets au vote. Qui est pour? Oui? Oui? Déjà une parenthèse, parce que c'est difficile de vous répondre au tac au tac, étant donné qu'il n'y a pas de réseau dans la mairie, donc ça met du temps à charger. Monsieur le Nexis, est-ce que vous n'en avez pas marre de raconter n'importe quoi? Je viens d'aller sur le site de la mairie, la délibération elle n'a pas été changée, il y a toujours le skatepark. Il y a toujours le skatepark. Donc ne dites pas ici publiquement n'importe quoi. S'il vous plaît. Non mais s'il vous plaît, on a demandé à le faire. vérifiez. On a demandé à le faire. Vérifiez. Je vais vérifier si ça n'a pas été fait, mais on a demandé à le faire. D'accord. Voilà. Oui. Un mois plus tard. 3 mois plus tard. C'est très important le skatepark ou le BMX, c'est vraiment. C'est global. Vous avez envoyé un faux au préfet. Vous avez envoyé un faux au préfet. C'est symptomatique de votre façon de faire dans la mairie, de votre façon d'agir. C'est à la bonne franquette. On prend les choses comme ça. Et on se retrouve avec une mairie qui est en train de... Quand on a connu les peines et qu'on les voit maintenant... Vivement que vous soyez maire, hein, monsieur Fuson. Mais j'ai un petit doute quand même, puisque vous cherchez un peu à sticoter. À votre place, je regarderai vos collègues, parce que vous savez, il y a une règle en politique que j'ai vécue moi-même. Gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Assurez-vous d'abord d'avoir l'investiture, et à ce moment-là, l'affrontement se fera. Merci. J'aimerais qu'on passe à la 2, s'il vous plaît. Délibération numéro 3. Donc cela concerne le retrait du Alors, qui est pour? Sur la délibération. Oui, oui. On s'étonne un petit peu parce qu'il y a... En fait, c'est le transfert de propriété de la déchetterie des Pays Mirabeau à la métropole. On est d'accord. Vous avez toujours dit à tout le monde que vous étiez absolument contre la métropole, tout en soutenant à chaque fois des candidats ou des personnalités politiques pour la métropole. Donc on s'étonne vraiment de encore une fois de plus, de ce délestage supplémentaire après les crèches, après le garage, après... n'importe quoi. La question n'est pas de savoir si on est pour ou contre la métropole. On s'est battu contre la métropole. La question, c'est... Aujourd'hui, la métropole, elle récupère des compétences. Donc, arrêtez de polluer les débats avec des remarques stupides. Donc, je répète, il y a bien un transfert de biens et de droits immobiliers à la métropole qui existe, que cela plaise ou pas. Vous votez pour, vous votez contre, mais vous ne revenez pas sur des choses qui sont actées depuis le 1er janvier 2016. Vous n'avez aucune obligation légale de donner la propriété de la déchetterie à la métropole. Bon, alors, vous êtes contre, je mets au point. Qui est pour? Qui est contre? 2 contre. Qui s'abstient? Adopté. Merci. La 3. Alors, le 27 avril 2023, nous avons signé une convention avec Free Mobile pour la pose d'une antenne relais. Mais nous avons reçu un avis défavorable de la DGAC, donc j'ai demandé de retirer la délibération. Parfait. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté.
La 4. La 4. La métropole souhaite passer avec la commune une occupation temporaire du domaine privé communal sur les parcelles AO 412 afin d'y installer la base de vie pour le chantier de l'aménagement du BHNS et Zénibus sur la RD6. Zénibus qui, je le rappelle, partira du square général de Gaulle et qui montera le long de la D6 jusqu'à la part de campagne avec un terminus au point d'échange multimodal. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 5. Là, c'est le département souhaite réaliser des travaux, comme vous savez, sur l'aménagement sur la RD 368. Et de ce fait, nous devons établir une déclaration d'abandon manifeste sur les parcelles AC 412 et 435. Ces parcelles n'ont jamais été rétrocédées par l'aménageur, la SARL Lotisol, lors de la création du lotissement Natanier. Et à ce jour, la SARL Lotisol est en liquidation depuis 2001. Donc un procès verbal d'abandon manifeste a été établi le 20 mars 2023 avec bien sûr toute la diffusion, presse et affichage pendant 3 mois. Le propriétaire ne s'étant pas manifesté, un PD définitif a été établi le 26 juin 2023. C'est pour pouvoir continuer l'aménagement là sur la 368, c'est un petit morceau. Un gauche. Oui, excusez-moi. Quand vous parlez de la liquidation judiciaire de la société, la liquidation judiciaire a eu lieu sans la rétrocession du patrimoine. Excusez-moi, Vous parlez de liquidation judiciaire de la société qui appartenait des parcelles indiquées. Non, et ça n'a jamais été retrocédé par la SARL Lotisol. Et là, ils sont en liquidation depuis 2001. D'accord, mais voilà. Durant cette liquidation, il n'y a pas de rétrocession de patrimoine? Non, la CANI n'est pas une ZAC, hein. Le lotissement. Non, d'accord, c'est quand même 2 parcelles, donc c'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a bien une liquidation en cours, mais le liquidateur n'a pas répondu au courrier. Comment ça s'est passé en fait? Je suis mal à concevoir. C'est pour cela qu'on a fait un procès verbal après le 26 juin 2023, après 3 mois de non-réponse. Et quelles étaient les obligations du lotisseur sur ce terrain qui n'avait pas été vendu? Il y avait eu une négociation d'aménagement, il y avait eu quelque chose? On n'a pas de... Alors honnêtement, on ne peut pas vous répondre de durement à plusieurs temps. J'imagine, mais ça me pose question parce qu'en fait, je ne comprenais pas comment une liquidation judiciaire ne faisait pas mention d'un terrain qui était pas si petit que ça quand même. Et pourquoi ce terrain qui était resté nu n'avait pas fait l'objet justement d'une relance au lotisseur, parce que j'imagine qu'il devait déjà y avoir des demandes pour l'aménagement de ce terrain sur ce lotissement qui était nécessaire. Non. Il n'y a jamais eu d'action de la mairie Jamais sur eu ce... d'action juste là, qui la métropole justement pour faire l'aménagement. Il y a 3 cas, donc 2 autres terrains qui sont sur du terrain privé, où là, bon, la métropole est rentrée en contact avec les propriétaires privés, et il y avait celui-ci. D'accord. Je trouve ça dommage que sur des lotissements au Mirabeau, les terrains qui soient comme ça nécessaires pour les aménagements, il faudrait attendre la métropole pour qu'il y ait une action dessus, c'est un peu dommage. D'accord, merci. Je crois qu'on ne peut pas répondre davantage. Je mets au voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 6. La 6, ça concerne la rétrocession des parcelles CR 293 et 294 dans la zone des civils, parce que lors de la clôture de l'opération avec la SPLA, il nous revenait donc les lots qui n'ont pas été commercialisés. Alors, sur celui-ci, il y avait une commercialisation qui était faite, mais après, le prêt n'a pas été accordé. Donc, comme nous avons terminé le 4 juillet avec la SPLA, ces terrains nous reviennent. Donc, ils sont sur les parcelles CR 293 et 294. Et du coup, nous allons les commercialiser et remettre en commercialisation, bien évidemment. Oui. Encore une fois, lors de la rétrocession de ces parcelles, il y avait eu avant ça une négociation avec le promoteur pour des aménagements relatifs au lotissement pris en charge par le promoteur? Tout a été pris en charge. C'était pas le promoteur, l'aménageur a tout fait, les voies, les trottoirs, a tout fait. Les réseaux. D'accord. Et pourquoi, en fait, lors de la reprise de ces terrains-là par la mairie, en fait, suite à la longue commercialisation de ces terrains par le promoteur,
on n'a pas du tout d'autres éléments pour le lotissement. Pourquoi ça n'a pas été voté par le lotissement Même lotissement par zone d'activité. Non, mais c'est très simple. Ce terrain a été mis en vente et acquis, entre guillemets, sous compromis. Le compromis a été caduc parce que la banque n'a pas suivi. Donc, tout naturellement, on récupère ce terrain. Nous avons actuellement, je crois, 4 candidats intéressés par l'achat de ce terrain, dont un de ceux qui ont déjà largement aménagé les civils. On va les recevoir et en fonction du projet et du prix proposé, on fera le meilleur choix possible dans le cadre du petit comité de pilotage qui attribue ses lots réguliers. C'est le dernier. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstiennent, adopté. Merci. Les délibérations suivantes, Didier Long. Bonsoir, mesdames, messieurs. La délibération numéro 7 concerne une convention d'objectifs et de partenariat entre l'association Binoctor et compagnie et la ville d'Épinay-Mirabeau. Au vu du succès qu'a rencontré les activités sur les saisons précédentes, nous souhaitons renouveler cette année les activités de cette association, la promotion de la culture et en particulier du cinéma qui amène des classes de CM2 à voir des films. Et cette année, je tiens à vous préciser que ce sera le mécano de la Générale avec et de Buster Keaton. Très bien. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 8. La 8. Il s'agit d'une convention de résidence artistique avec l'association Ma voisine s'appelle Cassandre, représentée par François Ramezé, qui nous a fait déjà bénéficier les années précédentes de nombreux spectacles. Et cette année, ils nous prépareront un spectacle qui s'appelle Éléphant, une bonheur universelle dans un contexte mondial défavorable. Très bien. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 9, il s'agit du remboursement de location de salle à Madame Alou, réservé, qui n'a pas souhaité concrétiser. Donc, nous allons vous proposer de lui rembourser la somme de 290 €. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 10. L'attribution de subvention à l'association L'Amical Corps sera présentée par Michel Scarnaroni, ici présent. Bon, allez, sort. Vous faire traîner un peu la délibération. Il est proposé d'octroyer 500 € à cette association qui organise le repas, concert, moto et une soirée champagne. Très bien. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Oh, c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Je vais vous expliquer, là, parce qu'en fait, je trouve dommage qu'il fasse une fête, pas au Pays Mirabeau, mais au golfe de Cabriès. Ah. Bon, allez, vous faites rentrer le président. Bon, on a voté contre, hein. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. On a presque tous voté pour. Alors, la 11. La 11, l'attribution d'une subvention à l'association Musique en Vie, représentée par Jérôme Leboeuf. On vous propose d'octroyer 2200 € à cette association regroupant élèves et parents d'élèves de l'école de musique. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci pour cette délibération. Merci. Les suivantes, Jean-Philippe Musso. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire, si vous permettez, comme j'ai été interpellé tout à l'heure par rapport aux impôts, si je peux apporter juste une petite précision et une observation par rapport à ce que vous avez dit. Effectivement, ça ne me fait pas plaisir de monter les impôts. Comme M. Alaro, effectivement, a précisé, au final, ce n'est pas 12 et quelques 18% d'augmentation, hein, puisque sur la taxe foncière, il y a bien différentes taxes qui sont prélevées, puisque nous l'avons monté effectivement avec près de 5%. Et la taxe sur du ménagère, par exemple, a monté de 32%, et celle de la GEMAPI de 21%. Au final, on se retrouve effectivement à plus de 18%. La partie que vous expliquez effectivement sur
Sur les investissements, je ne vais pas y revenir dessus. La taxe foncière sert effectivement essentiellement au fonctionnement. Aujourd'hui, vous l'avez vu lorsqu'on a fait préparé le budget. Si on prend notre épargne de gestion, c'est-à-dire les recettes moins les dépenses réelles de fonctionnement, on a une très très faible marge qui est dessus. Donc il était, on va dire, assez nécessaire ou vital, malheureusement, de procéder à cela, parce qu'on aurait pu effectivement, vous le disiez, prendre vos investissements, les mettre sur. Mais ça n'aurait pas été à terme. Par contre, effectivement, vous avez fait une petite remarque sur la très belle gestion. Vous reprenez souvent cette comparaison, et c'est là que je veux faire la remarque, avec la ville d'Hénin-Beaumont qui est comparable à notre commune. Et vous soulignez que par la qualité de la gestion, effectivement, nous avons pu, une fois cette année, réduire le taux d'imposition. Je pose simplement la question, quel est le taux d'imposition de cette ville? Il est de 61,13% avec la déduction. Donc effectivement, quand une taxe à ce niveau-là, on peut facilement le gérer. Oui, il y a eu une très mauvaise gestion précédente et le maire a d'ailleurs fini en prison. Oui, c'est pour ça que vous êtes toujours aujourd'hui. Oui, mais c'est pour ça que ça reste. Il n'y a pas été à Hénin-Beaumont, c'est une ville cité minière fermée, les industries ont été délocalisées. Il n'y a pas la manne financière de plan de campagne, il n'y a pas la zone de Lagavon, il n'y a pas Coca, il n'y a pas Métro. C'est une cité ouvrière où les gens payent énormément de taxes foncières parce qu'ils n'ont pas des gros revenus. Ils arrivent quand même à si vous regardez les taux d'imposition des différentes villes gérées par votre mouvement, on est plutôt très largement au-dessus de celui de la Clé-Pénerne. Si je peux me permettre cette métaphore de la restauration, on entre chez vous pour manger, vous nous offrez l'apéritif, mais c'est 100 € le steak frites. Ça vaut la médecine. Bon, allez, on en reparlera lors des votes du budget, des débats budgétaires, et c'est le vote. Moi, ça ne me gêne pas, bon, mais évidemment, je suis content d'augmenter des impôts, en pensant les uns et les autres. Allez, la 12. La 12, donc les deux premières délibérations sont des opérations, on va dire, purement budgétaires et comptables, puisque donc, nous allons passer, comme vous le savez, de la N14 à la N57, plus tard, effectivement, au 1er janvier 2024. Et donc, pour ce faire, il fallait dans un premier temps on passer des écritures de régularisation par opération d'ordre non budgétaire. Donc la délibération numéro 12 donc, nous invite effectivement à pouvoir faire correspondre l'inventaire de l'ordonnateur, c'est-à-dire avec des numéros, et celui du comptable. Il n'y aura aucune émission d'ordre, de mandat et de titre. Donc ces opérations sont constatées simplement dans les écritures du comptable. Donc il s'agit d'alimenter effectivement le compte 1068 qui est l'excédent de fonctionnement capitalisé. Donc les deux écritures sont les suivantes. La première consiste à la réintégration de l'amortissement du bien enregistré en compte 2114 qui est terrain de gisement. Donc on dépense le compte 2811 des terrains de gisement pour 7640,13 € et du coup d'alimenter le compte que j'ai cité, le 1068. La seconde écriture consiste à l'ajustement du compte 238 qui concerne les avances versées sur une opération. Donc là, du coup, on va inscrire une dépense sur le compte 238 de 2395,06 € et en recette, le compte toujours 1068. Je mets au vote qui est pour. Oui, allez-y, pardon. J'ai une question par rapport à ça. En fait, quand j'ai lu la délibération sous-tête chez moi, donc effectivement, ça parle de régularisation, enfin de réécriture au niveau du budget. Quand on a fait le mois de juin, quand on a fait le compte de résultat, pardon, le compte administratif, merci, on avait soulevé plusieurs erreurs, dont une énorme de 617 000 €. Donc on avait, je ne sais plus si on s'était abstenu, si on n'avait pas voté du coup. Je pensais retrouver ce genre d'erreur sur cette délibération, une réécriture des chiffres. Pourquoi cette erreur qu'on avait soulevée en juin n'apparaît pas dans cette délibération? Cette erreur, c'était l'erreur intitulée sur, je crois, c'était sur le financement. L'affectation au second degré, il y avait 67 000 sous fonction budgétaire, ensuite la migration du logiciel. Voilà, qui était une problématique effectivement liée au logiciel des classes. Ce n'est pas du tout l'objet de ceci. Là, il s'agit de faire correspondre les inventaires entre ce qu'on a au niveau de la trésorerie, c'est-à-dire le comptable, et notre inventaire à nous. Donc cette erreur, effectivement, a été gérée. Elle ne figure pas dessus parce que ce n'est pas un écart que nous avons avec la trésorerie générale. Ça peut pas être un écart, de toute façon, c'est une erreur. Donc,
est-ce qu'à un moment donné, ce sera corrigé, ce sera rectifié dans ce budget? Ça serait corrigé. Voilà, on va demander à l'éditeur d'intervenir sur les transferts de données. Là, on est sur une délibération qui n'a aucune incidence budgétaire. Et l'erreur qu'il y avait n'avait pas d'avantage. Oui, voilà, c'est juste un souci d'écriture. Non, mais vous avez raison. Bien, alors la 12, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Attendez, vous avez levé la main. Abstention. La 13. La 13, donc il s'agit de la mise en œuvre du droit d'option pour adopter la nomenclature budgétaire et comptable N57, donc au 1er janvier 2024. Donc, comme je l'ai cité, changement d'instruction budgétaire, l'objectif est de pouvoir harmoniser le cadre réglementaire actuel et avoir du budget qui soit à la fois plus visible et de meilleure qualité. Et plusieurs instructions qui étaient en place, elles vont toutes harmoniser autour de la N57. Donc, pour pouvoir y procéder, il s'agit là aussi d'appuyer un compte, le compte de 1069, qui n'existera plus donc, lors du passage à la N57. Donc, le code de 1069 et le code de reprise de 1997 sur l'excédent capitalisé, la neutralisation de l'excédent des charges sur le produit. Donc, il s'agit donc de pouvoir procéder à cet affirmement, donc la disparition, on a constaté par un débit au code 1068 et du coup un crédit sur le 1069, et le montant qui était inscrit sur ce code-là est de 49 545,86 €. Ça, c'est le premier point. Il s'agit ensuite de fixer le mode de gestion des amortissements et des immobilisations sur la M57. Alors, pour le faire très simple, ce qui change, on est toujours sur un amortissement qui est linéaire. Par contre, ce que nous faisions jusqu'à présent par rapport à la M14, c'était d'amortir en année pleine. Et on prenait comme démarrage le 1er janvier de l'année N+1 de l'acquisition du bien. Là, il s'agira d'amortir pro rata temporis dès l'acquisition du bien, mais toujours effectivement sur un amortissement linéaire. Donc il sera proposé au conseil municipal, effectivement, de fixer 10 durées d'amortissement linéaire pour chaque nature de bien. Merci. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions. La 14. La 14, il s'agit de l'approbation du pacte d'associés pour l'implantation d'une centrale photovoltaïque au sol sur site de la Grande École, délibération qui avait été retirée lors du dernier conseil municipal, parce qu'effectivement le plan d'affaires n'avait pas été communiqué en amont. Pour reprendre un petit peu donc, le concept de ce qui va se passer sur la ferme photovoltaïque, donc pourquoi effectivement installer une ferme photovoltaïque? Pour s'inscrire dans la transition énergétique et aller sur la production d'énergie renouvelable. Ça va également aussi nous permettre de réduire nos énergies fossiles et surtout de réduire nos gaz à effet de serre. Sur le site considéré de 11 hectares, l'exploitation devrait se faire à peu près sur un espace de 6 hectares. Donc la ferme photovoltaïque devrait produire effectivement 12,3 gigawattheures par an, soit l'alimentation de 2582 foyers, ce qui correspond à peu près à 17,5% de la consommation pénoise. La centrale photovoltaïque va émettre 4,5 fois moins de CO2 comparativement à ce qu'est le mix électrique aujourd'hui dans l'ensemble de la production. Il va aussi nous permettre du coup de produire 3,5% de l'électricité solaire au niveau de la métropole. Et compte tenu des objectifs d'ici 2030 de diminuer nos gaz à effet de serre à peu près 2600 tonnes par an, la seule centrale permettra d'en éviter à peu près 22% déjà. Donc, je rappelle que cette délibération fait suite donc, à l'appel à manifestation d'intérêt qui avait été lancé, avec lequel le lauréat désigné lors du conseil municipal du 29 septembre 2022. Donc, dans cette délibération, nous avons donc ce pacte d'associés ainsi que 6 annexes que sont les statuts de la société, le plan d'affaires prévisionnel, la délibération qui avait été prise le 29 septembre 2022, la charte d'énergie partagée, le modèle d'adhésion au pacte, ainsi que les objectifs de contrat de développement et de construction, d'exploitation et de maintenance. De manière très synthétique pour vous résumer la situation là-dessus, donc les statuts, il s'agit de constituer une SAS à capital variable qui sera dénommée la ferme photovoltaïque N-Mirabeau.
Sa formation, donc, le capital sera de 1 000 €, une part de 1 €. Le capital maximum pourra aller jusqu'à 5 millions d'euros. Le pacte d'associés, lui, il sert à quoi? Donc, il permet à la ville de pouvoir, quel que soit son niveau de participation, participer à la gouvernance de la mise en place du projet. Il y a 3 parties dans ce pacte: CVE, qui est le lauréat, énergie partagée, qui est associé, et la ville de Penn-Mirabeau. Donc le pacte a pour objet effectivement de contribuer au développement le plus efficace de cette société. La répartition aujourd'hui des parts se fait à hauteur de 60% pour CVE, 20% pour l'énergie partagée et 20% pour la ville des Penn-Mirabeau. Il y aura également une possibilité d'entrer dans le capital à côté de la phase dite du prêt à construire, qui permettra de faire entrer en capital des collectifs de citoyens. Et si tout se passe bien, les parts, donc maximum 1 million pour chacune, seront de 51% pour CVE, donc ils vont rétrocéder 9% de leur part, 20% pour l'énergie partagée, 20% pour la ville, et du coup le collectif citoyen à hauteur de 9%. Tout ce qui concerne les actes de gouvernance de la société, la constitution de comités stratégiques et de comités techniques sont définis dans les articles 4.1 et 4.2. Et enfin, concernant le financement, il sera à la fois externe et interne par crédit et interne par participation définie dans l'article 5.2. Voilà, de manière très synthétique, les éléments du pacte associé. Pour les bonnes synthèses, vous avez la parole. Oui, excusez-moi. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé d'éléments sur ce contrat qui permettent à la mairie de son propre chef de se poser à une modification qui va arriver d'ici 10 ou 20 ans du but en fait de la production électrique. Parce que vous savez qu'effectivement, quand vous nous parlez de ferme électrique, ferme de joli mot naturel, de photovoltaïque, mais pas du tout dans ce cas-là. Si vous le savez pertinemment, j'en ai longuement exposé ici les avis, si je suis tout à fait pour le photovoltaïque sur la production individuelle, sur les bâtiments. Les fermes photovoltaïques sont tout simplement des apports énergétiques qui ne sont pas pilotables. C'est-à-dire que sur le réseau électrique, vous allez avoir un afflux, à un moment donné, donc votre période de soleil, d'électricité. D'accord? L'électricité, comme vous le savez, est un mouvement. Un mouvement, ça ne se stocke, parce que ça ne s'immobilise pas. La seule façon qu'on a trouvé aujourd'hui, quand on parle de stockage électrique, qui est un faux mot, c'est la mise en batterie. La mise en batterie est une transformation. D'accord? C'est une transformation en énergie chimique. Donc aujourd'hui, nous avons la mise en place d'une ferme photovoltaïque qui va produire essentiellement, j'imagine, des subventions sur la commune. Nous avons une vision à avoir sur cette ferme photovoltaïque. Car effectivement, aujourd'hui, c'est un vert, aujourd'hui, c'est très beau, sauf que des productions comme ça intermittentes nécessitent un entretien. Notamment, des transformateurs assez puissants pour faire passer l'électricité sur un réseau électrique qui, je rappelle, est un flux permanent, hein, il n'y a pas de stockage. Notamment l'entretien de la ferme photovoltaïque qui est à peu près défini dans le contrat, mais pas vraiment, hein, c'est assez tellement dans les détails, j'imagine qu'on verra ça au conseil technique. Néanmoins, je voudrais savoir si on peut, pour la commune, prévoir que cette ferme photovoltaïque puisse être redirigée sa production, non pas sur le réseau électrique, mais sur des éléments de la commune, bâtiments publics. Sur ce sujet, effectivement, c'est un sujet d'ampleur parce qu'il va engager la commune sur toutes les années qui viennent. Et sur un sujet comme celui-là, on ne doit pas faire des choix sans prendre en considération les implications que ça va avoir pour les années à venir. Monsieur Musso, le fait que ce soit vous qui rapportiez la délibération ce soir démontre bien qu'il ne s'agit pas là d'une volonté d'être dans une démarche environnementale, mais d'être uniquement dans une démarche financière. Parce qu'auquel cas, ce serait Onyx Lissa, qui est élu à la transition écologique, ou Audrey Ville, qui est aussi élu, si je ne me trompe pas, à la transition écologique, qui aurait rapporté cette délibération s'il s'agissait vraiment d'être uniquement sur cet aspect-là. Pourquoi on apporte énormément d'attention sur ce projet? On est tous au courant de tout ce qui se passe en ce moment, et ça va s'accentuer dans les années à venir avec les problématiques que nous allons avoir sur les prix malheureusement de l'électricité, comme de toutes les énergies au sens propre du terme.
Juste, mesdames et messieurs les élus, qui a lu le pacte d'associés? Qui l'a lu? Qui l'a lu? C'est pour ça que Apparemment, personne dans la majorité. On va juste se permettre de vous alerter sur le pacte d'associés que vous allez signer ce soir. Nous attendions que la mairie s'engage sur l'aspect écologique, sur l'aspect transition énergétique, et c'est une bonne chose puisque vous nous avez évoqué il y a quelques semaines que vous engagez des études pour équiper les bâtiments de la commune en panneaux solaires, ce qui est une très bonne chose. Vous évoquez là un projet de ferme photovoltaïque. Très bien. Mais ce projet ne correspond pas du tout au constat qu'on fait depuis 2 ans. Les besoins pour la commune et les Pénois d'avoir de l'autoconsommation. Ce projet ne porte aucune autoconsommation pour la commune. Monsieur Musso, vous avez dit à plusieurs reprises, ça va nous permettre de réduire notre production d'énergie. C'est totalement faux, puisqu'il n'y aura aucune, je répète, j'insiste, aucune autoconsommation pour la commune. Nous ne baisserons pas notre facture énergétique. Il ne s'agit là ni plus ni moins que d'alimenter un actionnaire qui sera à hauteur de 60% actionnaire d'une entreprise. Vous nous proposez un pacte d'associés qui favorise, entérine et sécurise les intérêts financiers d'une entreprise et uniquement de cette entreprise, en occultant toute démarche écologique et environnementale. Il est écrit noir sur blanc, et c'est pour ça que je vous demandais, que nous vous demandions qui a eu ce pacte d'associés, parce qu'il est écrit noir sur blanc que la municipalité, et je rejoins du coup ce qu'évoquait tout à l'heure l'autre conseiller municipal du conseil, ne pourra pas privilégier les intérêts du Pénois et de la commune. La commune engage des fonds publics et accepte un mode de gouvernance qui privilégie les intérêts de la société et pas de la population. Monsieur Musso, vous l'avez dit, je reprends vos propos. Nous allons participer à la gouvernance. Mais il faut que la mairie gouverne. La mairie ne doit pas participer à la gouvernance. Ça rejoint un petit peu les débats que nous avions à l'extérieur tout à l'heure. La mairie ne doit pas être derrière, elle doit être devant. Je cite ce qui est noté dans le pacte d'associés que vous allez voter ce soir. S'agissant des décisions opérationnelles structurantes précipitées, chaque membre reconnaît et accepte qu'il pourra valablement bloquer ou voter à l'encontre d'une décision ou au vote du comité stratégique que dans la mesure où il apporte tout justificatif de ce que la décision va à l'encontre des intérêts de la société et a préalablement soumis une ou des propositions alternatives conformes aux intérêts de la société et au plan d'affaires en vigueur. Les associés s'engagent à obtenir l'accord du dirigeant de la société avant toute communication sur le projet. Mesdames et messieurs les élus, nous le répétons, est-ce que vous avez lu ce pacte d'associés? Auquel cas, si vous votez pour, vous donnez la main à 100% à une entreprise privée. Concernant la concertation, monsieur Musso, on est revenu plusieurs fois sur le sujet, vous signez un pacte avant même que l'enquête publique soit clôturée, sachant qu'il est stipulé que la commune et l'association ne sont pas là pour consulter la population, mais bien, je cite, pour faciliter l'acceptabilité du projet. On n'est pas là pour prendre l'avis, on est là pour tout faire pour que ça passe, entre les lignes. Je reviendrai quelques secondes seulement sur le trou d'air qu'a connu la pseudo-consultation de la population, puisque aucune coordonnée n'avait été transmise à Énergie Partagée avant que nous découvrions par hasard que l'association avait soi-disant consulté tous les riverains. Je rappellerai aussi, monsieur Musso, que vous avez précisé en commission administration de la Cité du 20 septembre qu'il s'agissait là d'un document avec peu d'importance qui n'a pas forcément de lien avec le processus de consultation. Au Forum des associations, pour rappel, Madame Alessandrie d'Énergie Partagée indiquait que le pacte d'associés et le budget qui y est associé, qui a d'ailleurs été retiré en juin, puisque vous nous l'aviez déposé comme ça lors du conseil municipal un petit peu à la va-vite, est le document, je la cite, le plus important du processus. Donc même entre Énergie Partagée et la mairie, il n'y a pas d'adéquation entre l'importance des documents. Alors, nous aurions été totalement contre, parce qu'il ne faut pas toujours être contre, il faut toujours être apporteur de solutions, et depuis que nous sommes élus dans ce conseil municipal, nous ne cessons d'apporter des solutions. Nous aurions totalement été pour si le projet était bénéfique, vous l'avez compris, pour la commune et pour les Pénois. Soit par de l'autoconsommation, soit par une prise en main associative et non par un opérateur privé qui va s'enrichir sur le dos des habitants. C'est le choix qui a été fait très récemment par la commune de Vintabren, où vous avez envoyé l'article de presse par mail, vous l'avez reçu il y a quelques minutes. Vintabren a fait le choix, je le cite, un parc photovoltaïque sans opérateur privé. C'est la municipalité et l'association d'habitants qui va gouverner de manière majoritaire ce processus. Nous serons participants à la gouvernance dans une entreprise qui
sera bénéficiaire à 60% de tout ce qu'elle va en tirer. Et la mairie, l'un seulement. Merci, Tatiana. Ils ont créé une société dont la mairie et l'association en question sont majoritaires. Votre projet, à part favoriser encore une fois les intérêts d'un intérêt privé qu'on ne maîtrise pas, ne va ni baisser la facture d'électricité des Pénois ni de la mairie et laissera s'envoler 80% des bénéfices dans des intérêts privés. Alors, on a 8 questions et nous aimerions que... On a quelques questions, pardon, et on aimerait que vous y répondiez à 3, pas 8, 3. Dans le cadre d'un investissement de deniers publics dans une SAS, quels sont les moyens de contrôle dont dispose la ville dans le contrat pour contrôler l'exploitation de la société et des comptes? Si vous nous répondez par la négative, nous vous demandons expressément de faire inscrire dans le pacte d'associés que la commune aura un expert comptable qui lui est dédié pour rendre compte des bilans et des écritures comptables. La deuxième question s'adressait à Madame Inaudy, mais elle n'est pas là. Juste pour information, Madame Inaudy était présente le 24 juin dernier sur Aix-en-Provence à une réunion concernant le développement durable, et d'ailleurs, ce projet lui a totalement été déconseillé en termes de vote. Et enfin, la deuxième question, Monsieur Musso, quand est-ce que la commune a pris la décision de recourir à un avocat pour se faire accompagner à l'écriture du pacte d'associés pour défendre les intérêts de la commune? Donc, pour résumer, vous l'aurez compris, vous allez voter ce soir un engagement auprès d'une entreprise. Vous allez peut-être nous répondre qu'il va y avoir un bail et qu'on va louer le terrain. Attention dans le choix que nous faisons. Entre l'explosion du prix de l'électricité que nous pourrions économiser dans les années à venir par de l'autoconsommation, est-ce que nous aurons le même niveau d'augmentation et de l'indice de la location et du bail sur les années à venir concernant l'entreprise? La réponse, vous la connaissez, c'est bien entendu non. Donc nous n'avons aucun intérêt à voter ce contrat. Et nous vous proposons ce soir, ce qu'a fait la ville de Ventabren, qui se passe de l'opérateur privé, et la ville gouverne avec l'association. Prenez les mains, prenez les mallettes et arrêtez de suivre. Je vais répondre à la première partie de la question qui était la cloche sur le fait de pouvoir injecter, mais qui rejoint ce que vous avez dit d'aller sur de l'autoconsommation. Donc effectivement, il y a 2 projets. Là, ça ne va pas aller sur l'autoconsommation, puisque ça va être injecté dans le réseau. Donc c'est le premier qui va tirer dessus, qui va l'avoir. Il n'y a pas de stockage qui va être fait. Donc ça, c'est le modèle qui est là-dessus. Il y a aussi d'autres projets, effectivement, d'aller sur de l'autoconsommation. On a d'ailleurs passé les marchés là-dessus. Des études sont en cours pour effectivement aller sur de l'autoconsommation sur les principaux bâtiments communaux. Donc ce sont des projets qui ne sont pas totalement dissociés et distincts, mais qui se complètent dans effectivement la démarche de transition énergétique. Pourquoi est-ce que cela m'a été confié? Alors je viens de dire, effectivement, j'ai la délégation des finances, ça aurait pu aller ailleurs, mais comme c'était d'ailleurs effectivement dans les critères d'évaluation de l'appel à manifestation d'intérêt, le critère économique était à la valeur de 45%. Donc j'ai aussi une délégation qui est celle de la démocratie participative, et c'est dans ce cadre-là, effectivement, puisqu'il y a de la concertation à l'intérieur, que cela m'a été confié. Donc j'allais dire oui, effectivement, à 45%. Vous avez répondu une partie de la question qui était effectivement sur ce que ça va pouvoir générer en termes de revenus pour les collectivités. Oui, il y en a un. Après, c'est un choix effectivement d'aller sur le collectif citoyen ou pas pour aller construire ce type de projet. Là, très techniquement, effectivement, il s'agit d'une société, donc effectivement, à but lucratif. L'intérêt qu'il y avait là-dessus, c'était de pouvoir avoir la participation de la collectivité d'une part, et surtout aller sur la participation de collectifs citoyens, qui va donc aller au maximum, comme ça a été prévu, à hauteur de 9%, qui pourra, sur ce projet-là, effectivement, des intérêts capitalistiques, dégager des dividendes à partir de la 15e année, effectivement, d'exploitation. Dans ce que j'ai dit sur la conditionnalité, je ne parlais effectivement que du plan d'affaires, qui, pour moi, n'était pas effectivement l'élément le plus important dans les cercles à clé. Et j'ai envie de dire, là aussi, ce soir, c'est peut-être assurer des métaphores. Lorsqu'on va construire sa maison ou acheter un appartement, j'ai envie de dire, le crédit et le plan de financement est certes important, mais ce n'est pas ça qu'on va présenter à tout le monde. C'est la clé pour pouvoir entrer. Donc oui, le plan d'affaires était capital, mais pour nous, ce qui me semble important, c'est effectivement le pacte d'associés, dans lequel, je le rappelle, quel que soit le niveau de participation de la collectivité, nous avons effectivement un pouvoir de décision, comme vous l'avez d'ailleurs très bien précisé dans votre exposé, qui est le nôtre dans cette gouvernance, à la fois sur le comité stratégique et sur le comité technique. Voilà. Parce que sans l'avocat, je n'ai pas les éléments sur ça. Et sur l'investissement, la question, expert comptable.
les règles de répartition sont très clairement définies à la fois par les statuts et par le pacte social. Donc, voilà, un expert comptable, ça pourra être demandé effectivement par la suite dans la continuité du projet. Pour autant, effectivement, comme il est prévu, que la collectivité décide d'y rester. Madame Coche et Madame Bréau. Oui, excusez-moi, vous n'avez pas répondu à l'entièreté de la question. Je vous posais la question de savoir si la commune, je connais la réponse, mais je voulais que vous me le disiez, si la commune avait la possibilité d'elle-même de décider que ce projet puisse être relié à des bâtiments publics. Non, mais je veux que vous me le disiez. Puisse être relié à des bâtiments publics plutôt qu'au réseau. Ce n'est pas du tout la vocation de ce projet-là. Voilà, donc vous me dites non. Voilà, c'est clairement. En fait, si vous voulez, moi j'écoute là vos exposés, etc. C'est bien. Je sais aussi lire un contrat. Je n'ai pas fait d'exposé immense sur le sujet. La seule chose qui est importante, en fait, je pense, c'est que, comme vous l'avez très bien dit, il ne s'agit absolument pas d'un projet écologique, mais d'un projet financier. Ce que vous venez de dire, je résume. Voilà. Donc, il s'agit aussi, quand vous me parlez effectivement de pourcentage de baisse de consommation électrique, vous venez de dire que c'est absolument faux, puisque c'est sur le réseau que cette électricité va se déverser. Donc, encore une fois, vous dites tout et son inverse, et après vous acquiescez sur le fait que vous aviez tort. J'ai vraiment du mal à comprendre votre logique. Néanmoins, si vous m'avez confirmé, donc je résume, il s'agit effectivement d'un projet qui ne sera pas écologique pour la commune, puisqu'effectivement, il ne baissera pas la consommation électrique. Il s'agit d'un projet qui est exclusivement, non, pas exclusivement, excusez-moi, c'est vrai qu'il y a une tête qui sera essentiellement financier, et que la commune ne pourra pas piloter pour ses propres intérêts. On est d'accord. Vous me permettez, si vous permettez, juste sur ce dernier point, parce qu'après le débat continue, on oublie de dire des choses essentielles. C'est un projet financier, effectivement, qui apporte de l'argent à la commune, donc c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de la commune pendant de nombreuses années, on ne le cache pas. Alors, vous dites que ce n'est pas un projet écologique, c'est plus compliqué que ça. C'est un projet qui fabrique de l'électricité verte. Ah ben, je suis désolé, un parc photovoltaïque, c'est de l'électricité verte. Alors, aujourd'hui, on est pour ou on est contre? Moi, j'ai bien suivi, je l'ai lu, le pacte. On passe plein de grand oral, faire une interro écrite pour savoir qui a compris, qui n'a pas compris. Je l'ai lu. La question est de savoir si on est pour ou contre ce type de projet. Bon, nous on a fait ce choix, c'est un choix qui est réfléchi. Le montage du projet, moi j'ai pas la prétention de tout savoir, j'ai suivi ça de près, j'ai participé au comité de pilotage, je me suis également, on s'est fait accompagner par des gens experts, pardon monsieur Fuson, de la métropole, parce que voilà, il y a des gens qui travaillent là-dessus et qui connaissent bien leur affaire. Donc ça a été validé, ça a été verrouillé. Et puis j'en profite pour répondre au point essentiel qu'a soulevé monsieur Amaro, le portage. Et là vous avez raison de soulever la question du portage. Vous avez cité Vintabren. Vintabren a fait le choix que je respecte. On verra les résultats à terme. Peut-être que dans 20 ans, c'est vous qui aurez raison avec la ville de Vintabren, moi j'y serai probablement plus, mais nous on a fait un choix de faire appel à des professionnels. C'est amusant parce que quand je vous ai écouté, j'avais presque l'impression qu'on parlait d'une espèce de collectivisation à la communiste. Pas du tout. Je finis ma phrase. Nous, on a fait appel dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, où les gens qui ont répondu, c'est pas les seuls, sont tous des experts. Nous, on n'a pas cette expertise-là. Moi, je suis désolé, j'ai du mal à comprendre, comme non, vous ne prenez pas cet air stupéfait, j'ai du mal à vous répondrez. J'ai du mal à comprendre comment une ville toute seule peut porter un projet sans faire appel à une véritable expertise de gens qui, bien entendu, se rémunèrent, le privé se rémunère, mais vous étiez libéral il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, je le suis, bien qu'étant de la famille de gauche, voyez-vous. Voilà, donc j'ai répondu à ma façon, mais vu votre air
stupéfait, je dois parler en chinois ou en sanskrit. Ou alors je me suis mal exprimé. Non, très longuement et très bien. À aucun moment, nous n'avons dit que la commune de Ventabren avait missionné les services techniques avec leurs outils, leurs marteaux et leurs pioches. C'est pas ça que j'ai dit. Ne caricaturez pas les choses. Ce que nous avons dit, je parle en termes de gestion. En termes de gestion financière, mais je l'ai bien compris. Ils se sont fait accompagner par des experts, les mêmes experts ici, puisque c'est Énergie Partagée qui les accompagnait aussi. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas un intermédiaire dans le point financier qui vient s'interposer pour récupérer 60% de l'aspect financier. C'est le seul point. Ils ont fait le choix que ce soit la ville et l'association qui puissent être gestionnaires majoritaires. C'est pas le choix que nous avons fait, mais bien entendu qu'ils se sont fait accompagner par des experts. Là, vous avez bien résumé les choses. L'investisseur qui investit le maximum, à savoir 60%, à 7,5 millions, effectivement, récupère les billes. Il n'y a rien de... Mais attention, je respecte la position. On a fait un choix différent de travailler encore une fois. Oui, je ne vous ai pas oublié, de travailler avec des experts. Enfin, moi, je ne reprendrai pas la parole. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense avoir répondu de façon assez claire sur les différents points, y compris à Mme Koch. Il ne s'est pas planté. Il a dit clairement qu'effectivement, on réinjectait cette électricité dans le réseau général. Et si vous voulez, le fait de servir, entre guillemets, les Pénois en priorité, ça revient au même que récupérer l'argent c'est ce que vous disiez, qu'on va récupérer. En fait, non, justement, c'est pas ça. Parce que le réseau électrique, c'est un flux. D'accord. Oui. C'est-à-dire que on ne peut pas stocker, vous savez. Quand vous injectez sur le réseau, si le réseau en a besoin à ce moment-là, c'est utilisé, sinon c'est perdu. D'accord. Pour pouvoir faire le transfert entre de l'énergie non pilotable et de l'énergie pilotable, il y a quoi? Il y a les centrales à charbon et les centrales à gaz. On est d'accord. Les centrales hydroélectriques ne sont pas suffisantes pour faire la partie pilotable. Donc, on est d'accord qu'il ne s'agit en rien d'une économie d'énergie, puisque de toute façon, c'est une énergie qui aurait été consommée par le réseau. Tandis que si... Oui, c'est déjà si vous faites de l'énergie autonome, c'est toute la différence en fait entre le produit financier pur sur la rentabilité qui va revenir sous forme de vente d'électricité au réseau de subvention et de l'appropriation de l'énergie aux Pénois et de la revente pour les Pénois. C'est toute la différence. En fait, c'est comme si vous faites couler de l'eau. Si vous ne l'utilisez pas, elle retourne dans la terre. Si vous l'utilisez, vous en bénéficiez. C'est la même chose. Tout à fait. Et comme là, effectivement, la centrale photovoltaïque va produire à peu près 17% de la consommation pénoise, ce flux qui va être injecté sera consommé. Il sera consommé, sachant que sur la consommation totale, sur la ville des Pays-Mirabeau, je ne parle pas de la ville, des bâtiments communaux, du territoire des Pays-Mirabeau, les 17% de l'énergie qui sera consommée en électricité sera de l'énergie renouvelable et décarbonée. Et quand je parlais de réduction de notre consommation, ce n'était pas la réduction de la consommation d'électricité pure, c'était de l'émission de gaz à effet de serre. On va réduire notre émission de gaz à effet de serre. Ce projet s'inscrit dans une politique de décarbonation. Soit on est adhère, soit on est adhère. Non, mais voilà, c'est pour ça. Là, on a quelques divergences avec Mme Koch sur ce problème de stockage, avec M. Amaro sur le problème de gestion. Bon, après, il y a des choix qui ont été faits. Je vous donne la parole, madame, je vous donne la parole. Allez-y. Merci. Ce que je voulais rajouter, c'était d'abord une question. Quel est le montant que la ville va apporter dans ce projet? Puisque j'ai entendu 7,4 millions de la part de CDE. Quel est le financement de la commune? Le financement de la commune aujourd'hui, il est de 200 €. Et ensuite, il sera décidé dans ce qu'on appelle la phase de prêt à construire. Non, mais c'est de choix. Et donc après, lorsqu'il y aura le prêt à construire, le capital sera ouvert et le collectif citoyen pourra y venir à hauteur de 9%. Et à ce moment-là, la ville décidera d'y participer ou pas. Non, il y a la mise à disposition du terrain que le bailleur aussi, monsieur. C'est pas c'est que va payer la collectivité. Le fait d'avoir un bail va plutôt nous faire rentrer l'argent. Oui, il y a un loyer de 200 000 € qui a. J'ai regardé le budget. Ce que je vois, moi, c'est qu'ils ont prévu de toute façon d'être en négatif pendant au moins 10 ans. Donc, les appels de la part des Pénois, de toute façon, ceux qui voudront
apporter des sommes à cette participation n'auront pas d'argent de dividendes avant 10 ans, voire 15. D'autre part, c'est pas obligatoirement les Pénois non plus, parce que n'importe qui pourra participer, c'est pas fermé. Pour être actionnaire, c'est pas fermé aux Pénois, donc c'est les gens qui ont de l'argent et qui sont prêts à attendre 15 ans. Et enfin, surtout, c'est là où, quand je rebondis sur la gouvernance, c'est encore une gouvernance où de toute façon on n'aura pas la même, parce qu'on n'aura toujours que moins de 50%, puisque CVE, ça demande à avoir les 51% en étant majoritaire et en ayant les droits de vote associés. Et par ailleurs, ce que je voulais signaler, c'est dans la charte d'énergie partagée, il est noté que dans le paragraphe projet citoyen, la société qui exploite le projet est contrôlée par les collectivités territoriales, virgule, des particuliers, cela se traduit par leur participation majoritaire au capital et ou par un pacte d'actionnaires garantissant ce contrôle dans la durée. Aujourd'hui, on n'y est pas, parce que quoi qu'il en soit, il ne sera jamais majoritaire. Donc pour ma part, la charte de l'énergie partagée est foulée au pied, et donc la protection des intérêts des Pénois, en l'occurrence, n'est pas engagée par la municipalité. Ok. On n'a pas fait cette analyse, puisqu'il est inutile de vous dire que, comme je vous ai dit, d'autres sociétés ont participé. Les analyses en plusieurs parties ont montré que c'était la meilleure offre. Alors, on aurait pu ne pas se lancer dans un projet comme ça. Hein. On peut être contre. Il m'avait semblé d'ailleurs que vous étiez plutôt contre au début, où on a commencé à évoquer ces choses-là. Vous avez changé d'avis, c'est bien. Vous pensez que la gestion, le mode de gestion qu'on a choisi est mauvais. C'est votre droit de le penser. Nous, on ne le pensait pas. Et c'est ça la richesse du dialogue. Maintenant, il faut voter. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous participez pas au vote. Donc, il y a 2 abstentions. La majorité a voté pour, et 1, 2, 3, 4, 5 non-participation. 6, pardon. La 15. La 15, il s'agit d'une demande de subvention départementale dans le cadre du dispositif Provence numérique. Donc, il s'agit là de cette libération que nous avions déjà passée le 27 avril 2023, c'était la 84, donc 23, dans lequel il y avait un certain nombre de dispositifs, dont celui effectivement de la fibre optique intracommunale, donc je ne vais pas revenir dessus. Il s'agit pour nous, là aussi, comme un certain nombre de délibérations, de pouvoir identifier la part de l'autofinancement communal. Donc la demande de subvention pour un montant total de 111 000 €, une subvention espérée de 66 600 €, et du coup un autofinancement communal de 44 400 €. Des questions, des remarques? Qui est pour? Contre? Abstention? Adopté. La 16. La 16, de la même nature, une demande de subvention dans le cadre de la dotation aide au développement de la Provence numérique, le territoire numérique éducatif. Là également, donc, nous avions passé cette délibération au Conseil du 27 avril 2023, c'était la 85-23. Il s'agit là aussi de faire apparaître à la demande du département cette part d'autofinancement. Donc du coup, on a profité effectivement pour ajuster le besoin. Et c'est pour ça que du coup, celle-ci a été ajustée au montant qui est défini dans cette déclaration pour un montant de 100 portables, 9 chariots, le câblage qui n'a pas bougé, le remplacement du matériel des écoles, toujours l'acquisition des formalistes qu'on a déjà effectué, et l'extension du parc d'ordinateurs des enseignants. Qui est pour? Contre? Abstention? Adopté. 17. La 17, il s'agit d'une demande de subvention départementale dans le cadre de l'aide à la transition énergétique. Il s'agit là de compléter donc, la rénovation du parc de véhicules avec des véhicules électriques. Donc l'acquisition de véhicules électriques pour les services techniques. Il s'agira d'un toujours partenaire pour un montant de 32 000 € avec une subvention escomptée du département de 19 200 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 18.
La 18, il s'agit d'une demande d'aide financière au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône au titre du contrat départemental pour la transition écologique pour la période 2023-2025. Le contrat étant échu, il s'agit là de nouveaux contrats pour un montant total de 14,6 millions d'euros et qui va concerner donc 4 projets. Donc je vais vous en faire part. Il s'agit tout d'abord de la rénovation de la restructuration d'un équipement sportif tiers lieu à performance énergétique. Il s'agit de celui du stade Gilbert Rocky. Donc ce nouvel équipement sportif multifonction sera construit donc, sur le stade Gilbert Rocky, mettant l'accent sur la durabilité, l'innovation et la performance énergétique. Ce projet vient donc en partie remplacer les structures vieillissantes et obsolètes qui se situaient à Monaco et qui laisseront place à l'avenir à un niveau de fraîcheur sur ce site-là. Il couvrira donc une surface de 10 000 m², sachant qu'il y aura 3 000 m² d'espace intérieur avec gymnase, le dojo à côté réhabilité, une salle de musculation, salle de danse, espace d'accueil convivial. Et 7 000 m² extérieurs pour faire un pôle de skate, un préau sportif, des espaces pour le street workout et des espaces de promenade. Donc il n'y aura pas le pôle de skate cette fois, j'y tiens personnellement. Donc l'objectif est de fournir un espace sportif de proximité, respectueux de l'environnement et adapté aux besoins des usagers. Le coût du projet hors taxe est de 7,4 millions d'euros. Le second projet est la création d'une trame verte et d'aménagement des berges autour du Merlançon. Donc, dans le cadre du plan global de rénovation du vieux village, nous prévoyons donc une opération d'aménagement des berges du Merlançon, axée donc sur la création d'un circuit piétonnier et la sensibilisation à la prévention de l'environnement. L'objectif principal est donc de mettre en valeur les berges et ses alentours afin que les témoins puissent s'approprier cet espace. Il sera donc aménagé par les circuits piétonniers le long de ce cours d'eau en mettant en place un mobilier adapté, des panneaux informatifs sur les espèces végétales et animales qui sont présentes et installés le long de la promenade afin d'informer les utilisateurs et de les sensibiliser à la protection de cet espace naturel. Dans un premier temps, effectivement, la GEMAPI portera l'opération de débusage en amont pour permettre de gérer efficacement l'eau de pluie en provenance du village. Et cette initiative contribuera donc à créer une continuité verte offrant une liaison agréable est-ouest au pied du village. Par la suite, donc, on prévoit aussi de poursuivre ces aménagements qui vont se concentrer sur la végétalisation et la désimperméabilisation du parking situé le long du cours d'eau. Et de plus, à savoir qu'un espace de fraîcheur sera aménagé devant le groupe scolaire de Castel-Hélène. Le montant de ce projet, hors taxe, est de 1 million d'euros. Il y aura également donc l'économie d'énergie et rénovation de l'éclairage public. Là aussi, notre projet consiste à améliorer et moderniser notre éclairage public afin d'optimiser l'efficacité de l'éclairage et là du coup tout en réduisant le coût, ainsi que de réduire les nuisances environnementales pour la faune et la flore, notamment la pollution du ciel nocturne. Un diagnostic a déjà été engagé qui nous permettra d'évaluer l'état de l'électricité de chaque point lumineux. Donc, en fonction de ces résultats, on remplacera toute partie du parc existant pour améliorer effectivement l'éclairage. Il y a aussi l'intention de mettre en place donc, une solution d'éclairage intelligent qui nous permettra du coup d'adapter l'éclairage public en fonction des besoins spécifiques des différents lieux de vie. Donc, cela contribuera à renforcer la sécurité des usagers tout en garantissant une gestion plus efficace de nos ressources énergétiques. Le coût de ce projet est de 3,3 millions d'euros. Et donc la base de subventionnable est de 3,2 millions d'euros, puisque la partie de financement privé n'est pas incluse à l'intérieur. Pour 2023, donc c'est découpé en 3 tranches, 2023, 2024 et 2025, sachant que tant que nous n'aurons pas tout exécuté, on ne pourra pas passer de nouveau contrat départemental. Donc la première tranche 2023 est de 1,5 million d'euros, 2024 3,4 millions d'euros, et le solde 2025 pour à peu près 9,6 millions d'euros. Sachant que sur l'année 2023, sur les différents projets que je viens de citer, donc la rénovation, la restructuration d'équipements sportifs, donc à Gilbert Rocky a déjà été engagé donc, pour un montant cette année de 111 800 euros. Il s'agit essentiellement des frais d'études et d'ingénierie pour le marché. Sur les économies d'énergie et de rénovation de l'éclairage public, cette année ce sera 656 000 euros.
avec des diagnostics et la rénovation de 30% des points lumineux, et enfin le programme de rénovation énergétique des groupes scolaires, montant total 774 000 €, on va dire, avec ce qui a déjà été engagé. Donc, les groupes scolaires aux amandiers, vous avez évoqué le remplacement du système de chauffage et rénovation de la DMC et l'isolation du plafond, le groupe scolaire des Cadonneaux avec la purge et la reprise des façades et de la maternelle, pour un montant de 300 000 €, et le groupe scolaire à Castel, l'installation de brise-soleil et remise en état du chauffage et de la ventilation pour 44 000 €. Merci. Bien sûr, entrer dans le détail. Des questions, des remarques? Bon, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci. Caroline, la 19. Alors la 19, ça commence actuellement pour les tarifs du centre aéré, donc des ALSH, on avait un tarif en commune. Alors la CAF nous avait savoir que si on voulait pouvoir continuer de percevoir la prestation qui nous verse, la PSO, il fallait enlever ce tarif en commune. Donc voilà, c'est l'objet de cette délibération, de modifier la grille tarifaire et donc en parallèle le règlement intérieur de l'espace famille pour enlever ce tarif en commune. Et il est bien précisé, comme ça l'était déjà, que la priorité sera donnée au mois pour les classes aux ALSH. Question, remarque? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Permettez-moi un tout petit retour en arrière, ce qui est rare de ma part, mais c'est pour passer une soirée paisible. Je veux remercier la conseillère départementale d'avoir porté ce contrat départemental à hauteur de 50% auprès de sa présidente. Merci. Donc la 19 a été votée. La 20, c'est moi qui les rapporte. Pardon. Conformément à l'habitude, il faut créer les emplois permanents, même si ça ne consiste pas à des embauches, avant que de procéder au fait d'entériner les emplois suivants que vous avez dans le tableau, à savoir adjoint au directeur des ressources humaines, instructeur ADS, agent idétique, chargé de com et policier municipal. Question, remarque? Oui. Oui, créer des postes de policiers, c'est très bien. Ça va vraiment dans le bon sens. Et j'en profite pour renouveler tous nos soutiens aux policiers. On est d'accord. Surtout si c'est passé encore ce week-end. Pas sur la commune, mais dans les manifestations. Par contre, nous, on a un petit souci avec le chargé de communication sur les réseaux sociaux. Ça fait encore une pièce supplémentaire. Non. C'est pourtant ce que j'ai expliqué. On est obligé de créer des emplois permanents. Il ne s'agit pas d'une embauche. Il s'agit d'entériner un poste qui existe déjà. Bon, après, vous pouvez considérer qu'il faut le virer, mais... Dans ce cas-là, si le poste n'existait pas, comment vous avez pu l'embaucher? Une régularisation par rapport à ces... On a déjà expliqué longuement les autres fois. C'est pas une nouvelle embauche. Voilà, je tenais à le dire. D'accord. Bien, donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Ensuite, il faut désigner, tel que la loi nous l'impose déjà dans le Code général de la fonction publique, un référent déontologique pour les élus locaux. Et donc, on a décidé d'adhérer à la mission d'assistance qui nous est proposée par le CDG et qui désigne en qualité de référent déontologue monsieur qui est un ancien magistrat. Voilà. Question, remarque? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. De toute façon, on oblige. Alors, on termine ce conseil municipal avec un certain nombre de motions. Non, pardon, j'en oublie une. La prévention de la délinquance et la convention relative à la mise en œuvre de la procédure de rappel à l'ordre entre la ville des peines et le parquet. Alors, je tiens à dire que la convocation des jeunes gens que j'évoquais en début de conseil municipal a été en dehors de ce cadre. Bon, ce cadre, il est bien, il a le mérite d'exister, mais c'est extrêmement rigide.
Il est bien évident que le maire n'a pas à se substituer au procureur, et c'est pas du tout d'ailleurs dans cet esprit que je l'avais fait. Donc c'est une procédure qui consiste pour des choses mineures à convoquer des jeunes après avoir eu le feu vert du parquet, c'est-à-dire du procureur de la République. C'est une procédure qu'on a utilisée, je crois, une fois ou deux depuis que nous avons des CNSP. Voilà, je mets au vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors, oui, c'est ça. J'ai un certain nombre de motions. Excusez-moi, la première, c'est une motion qui me semblait quand même être la moindre des choses compte tenu du soutien qu'on a toujours apporté à la cause arménienne. C'est une motion de soutien au peuple arménien. Quand je dis au peuple arménien, j'ai une pensée toute particulière, bien entendu, aux gens de l'Artsakh, qui aujourd'hui font l'objet d'une épuration ethnique, pour pas dire plus. Je pense que l'Occident ne doit pas fermer les yeux. C'est une opinion que je formule et qu'on aimerait qu'elle soit reprise, mais j'ai bien peur, vu ce qui se passe, qu'il ne s'agisse que d'un vœu pieux, d'autant plus que le gouvernement arménien en place a validé cette décision, plus ou moins contre l'avis de son peuple, ça c'est l'avenir qui va nous le dire. Je ne vous cache pas que j'ai des relations personnelles avec... j'ai eu au téléphone, moi il me plaît de l'appeler l'ambassadeur de l'Artsakh en France, même s'il n'a pas ce statut. Il m'a dit clairement, j'aurais eu ces phrases, il y avait un sangle dans la voix, Michel, c'est fini. Voilà. Ma grande crainte, c'est que AIF, pour ne pas le citer avec son complice de la Turquie, continue les choses, cette fois contre l'Arménie proprement dite. Je crois qu'on ne va pas épiloguer, je pense que nous sommes tous d'accord autour de cette table, pour apporter un soutien au peuple arménien, et c'est la moindre des choses. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors, ensuite, je mets aux voix une motion de soutien à l'action portée par la municipalité contre l'augmentation des nuisances sonores aériennes. Bon, vous avez lu la motion telle que je la présente. Je sais qu'il y a eu cette manifestation sur le parking de la mairie tout à l'heure. Bon, je n'ai pas encore eu les retours parce que j'avais moi-même un rendez-vous avec le commissaire de Vitrolles pour des affaires importantes. Voilà, pour faire simple, c'est de rester vigilant par rapport au survol de la ville par les avions. Ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est qu'il y a eu, enfin très simple, un resserrement du survol dans la partie nord de la commune, ce qui fait qu'une partie de la commune, plus particulièrement, a été impactée. Il y a eu 2 réunions en mairie, j'ai moi-même assisté à 2 réunions, une à l'aéroport, l'autre au niveau de l'aviation civile. C'est quelque chose que nous suivons de près. Je donne la parole à qui le veut, et puis après on votera les motions comme on le souhaite. M. Marot, M. Fuseau. Je ne sais pas comment vous avez prévu de mettre au vote toutes les motions du coup. L'une après l'autre. Bon, on évoquera le sujet. Très bien. Donc je mets celle-ci au vote. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors, la suivante. Attendez, je ne me mets pas les pinceaux parce que... Voilà, c'est la même, mais cette fois c'est vous qui la portez, donc vous avez la parole. Motion soutient à la démarche citoyenne contre l'augmentation des nuisances sonores. Depuis 2 ans, de nombreux témoins se plaignent de fortes augmentations des nuisances sonores du trafic de l'aéroport Marseille-Provence. Et le plan de prévention du bruit dans l'environnement, le PPE, pour les années 2020-2024, atteste en effet que, je cite, en raison d'une dispersion réduite des trajectoires dans le nouveau dispositif et de la concentration des trajectoires RNAV route de l'aviation à vue,
Les habitants de la commune de Pelle-Mirabeau connaissent un pansement de la taxe sonore. Félicitations. Conformément à notre engagement de préserver et d'améliorer la qualité de vie et l'environnement des habitants de la commune, nous, membres du conseil municipal de Pelle-Mirabeau, nous soutenons la mobilisation citoyenne des Pénois, soutenons l'association Bienvivre Pelle-Mirabeau VDPM qui siège à la commission consultative de l'environnement à l'aéroport Marseille-Provence dans sa démarche citoyenne de mobilisation et d'accompagnement de la population pénoise concernée. Nous prenons en compte le manifeste rédigé par BDPM qui propose de nombreuses solutions travaillées conjointement avec les autres communes concernées, comme Gignac ou Le Havre. Et nous soutenons notre maire, ancien sénateur de Bouches-du-Rhône, pour renforcer son engagement auprès des instances concernées. Question, remarque, M. Fuson. Oui. Nous aussi, on s'est engagé au niveau des nuisances sonores. On a pris la tâche avec le député de la circonscription, Franck Alizio, circonscription et l'aéroport de Marignane, avec également Éric Lévisiès, le maire de Marignane, où se trouve l'aéroport. Donc également, on a fait plusieurs courriers, les courriers qui ont été faits au préfet, au sous-préfet, à l'SAC, au président de l'aéroport. Vous avez également, vous, monsieur le maire, écrit au ministre. On a fait une question directement au ministre. Bon, pour le moment, une question écrite, vous savez qu'il y a un certain délai pour qu'il y ait des réponses. Je pense qu'on l'aura d'ici 1 à 2 mois environ. Et ils sont en train de voir avec toutes les personnes qui sont concernées pour faire une table ronde avec tous les acteurs, avec les habitants et tous les acteurs des nuisances. Voilà, donc c'est bien qu'il y ait du monde qui soit engagé sur ce sujet sur la commune, et ça serait bien comme ça. Parfait. Oui. Sans être redondant sur ce qui a été dit, vraiment ce qu'on a évoqué tout à l'heure, monsieur le maire, ce qu'on attend de la municipalité et de la majorité, c'est que vous soyez vraiment auteur de la mobilisation. À l'époque, le prédécesseur Victor Mélan l'avait été pour le TGV, on le rappelle, on l'a évoqué tout à l'heure. Malgré tout le monde, l'État, la préfecture qui disait que c'était perdu d'avance, parce qu'il a soulevé la population, parce qu'il a mobilisé, parce qu'il a organisé, parce qu'il a été devant, parce qu'il a été dans l'action, il l'a gagné. Ce soir, on a les membres du CDS dont on va évoquer tout à l'heure, en rassemblant effectivement, merci Katia, toutes les forces politiques. À l'époque, Victor Mélan n'a pas regardé de quelle couleur était le conseiller municipal ou l'habitant ou le Pénois qui sollicitait. Donc il faut bien rassembler tout le monde. Et il faut que vous soyez dans cette démarche, parce que quand Victor Mélan l'a utilisé, ça a fonctionné. Quand le CDS l'a utilisé, ça a fonctionné. Et quand on était parti divisé sur la métropole, on a perdu. Donc il faut vraiment utiliser les méthodes qui gagnent. Et il faut vraiment que vous soyez mobilisateurs et que vous vous appeliez à soulever la population et que vous en soyez... Je pense l'être, je pense l'avoir été pour le CDS en particulier. J'ai toujours été avec les riverains concernés. On est complètement d'accord. Après, on va rentrer dans une phase importante, et ça c'est peut-être ce qui n'a pas été dit, c'est la réétude des trajectoires. Ça c'est le véritable souci. Et ça c'est un aspect qui est très technique. Voilà. Bon, pour cette motion, je vais être clair, j'aurais souhaité qu'il n'y ait qu'une motion, celle du conseil municipal, où il n'en a pas été ainsi. Donc, en ce qui nous concerne, sans esprit polémique, nous on ne participe pas au vote tout simplement. On a lancé une motion, vous l'avez votée, ou vous considérez qu'elle est nécessaire et suffisante, c'est bien, et je crois avoir montré mon esprit combatif de par le passé au point de vue politique, dans la suite d'ailleurs de Victor Mélan. Voilà. Oui. Du coup, on ne comprend totalement pas votre position. C'est pas grave. Alors, attention, c'est pas grave, vous rigolez, mais c'est un sujet d'ampleur. On a envoyé la motion dimanche soir. Vous l'avez envoyée lundi. Nous soutenons, mardi, nous soutenons votre motion. Il n'y a pas de motion suffit alors. Ah ben alors, dans ce cas-là, si une motion suffit, moi j'ai plusieurs questions, monsieur le maire. Juste, hop, elles sont très simples. Et il faudra, non mais monsieur le maire, il faudra me répondre par oui ou par non.
Est-ce que vous êtes pour la mise en place d'une nouvelle balise captant les nuisances sonores sur la cité haute? Oui, je ne vais pas rentrer dans ces questions. Oui, non, monsieur, je ne vais pas rentrer dans ces questions. Est-ce que vous êtes pour que la DSASC ne la pose pas? Et s'il ne la pose pas, est-ce que vous êtes prêt à payer une expertise sonométrique permettant d'enregistrer le bruit réel des avions sur les quartiers concernés? Oui, Marot, vous posez la question. Oui ou non? Je ne réponds pas. Il est d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour créer une commission avec Chignac et l'Europe et associer les associations de chaque commune mobilisée sur les nuisances sonores? Oui ou non? Je ne réponds pas. Vous ne répondez pas. Est-ce que vous êtes d'accord pour saisir l'ACNUSA, autorité de contrôle indépendante, sur les nuisances des avions? Ça, c'est déjà fait. Très bien. Donc, au moins un point sur lequel vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes pour publier dans le journal municipal et dans la presse un appel à mobilisation pour regrouper toutes les forces vives et soutenir les pétitions lancées? Écoutez, j'ai lancé une motion. Non, mais ne me parlez pas. Vous avez répondu. Je suis pas au grand oral, Est-ce que vous êtes d'accord pour organiser une réunion publique avec l'aéroport et la... Les réunions publiques, il y en a eu deux. Mais il y en a eu deux de réunions. Monsieur le maire, j'ai des questions simples. Est-ce que vous êtes d'accord pour organiser une réunion publique avec l'aéroport et la DSAC dans le but d'informer l'ensemble de la population sur les actions concrètes mises en place? Il y en a déjà eu deux de réunions. Vous ne répondez pas. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'interruption des vols de nuit entre minuit et 6 h du matin, sauf en cas de force majeure? Vous ne répondez pas. Monsieur le maire, il y a quelques secondes seulement, vous nous avez précisé que vous alliez vous engager. Nous vous avons soutenu. Et ce soir, filmé, vous venez de préciser que vous balayez d'un revers de main, sans y répondre, toutes les propositions qui ont été travaillées de manière bénévole par des Pénois qui payent leurs impôts locaux sur la commune, dont la taxe foncière par exemple, et qui l'ont fait pendant des années, et dont vous êtes le représentant. Vous avez ce soir une position dogmatique. On a dit surtout ne prenez pas le mauvais exemple, faites la même trajectoire que M. Mélan. Mais M. Mélan, à l'époque, était digne, aurait voté les deux motions, ils sont conseil municipal aussi. Et même s'il avait vraiment été dans le combat et il aurait répondu à ces questions, et deuxièmement, il n'aurait pas fait de combat politique. Mais ne prenez pas part au vote, vous avez raison. Écoutez, quand vous ne prenez pas part au vote... Déjà, vous pliez les chines, c'est déjà perdu d'avance, vous sauvez la division. Pliez les chines. Quand vous ne prenez pas part au vote, comme vous l'avez fait tout à l'heure, est-ce que j'ai fait des commentaires? Mais nous n'avons pas pris part au vote pour quelle raison? Eh ben, et moi? On les a expliqués. Non, vous n'avez pas eu de réunion, mais vous n'aviez qu'à voter contre. Mais ça, c'est notre sujet. Non, mais c'est pas notre sujet. Vous n'avez pas en question. Je répète, est-ce que vous souhaitez la mise en place d'une nouvelle balise? Monsieur Amaro, vous êtes en campagne. Vous êtes en campagne, comme d'ailleurs le traduit. Non, il n'est pas en campagne. Allez, il a déjà changé le nom de son association. Bien, premier point. Mais vous parlez-vous à ma personne? Je répète la parole, je vous ai laissé parler. Moi, aujourd'hui, vous me mettez... Ah, mais vous pouvez parler de vous, c'est ce que vous connaissez le mieux au monde. Aujourd'hui, vous me mettez dans les pattes une association qui est bien vivre au Pays Mirabeau. Et ben voilà. Et bien, j'y viens. Encore une fois, si vous m'aviez pas donné la parole, je ne vais pas être tributaire. À l'époque, Victor Mélan aurait soutenu cette association parce qu'il n'en aurait pas eu peur, lui. Ah, vous rigolez, j'ai peur de bien vivre au Pays Mirabeau. Alors, excusez-moi, vous étiez pas né ou guerre plus. Quand il a lancé ça, quand il a lancé la guerre TGV, il y avait une association. Il y avait, arrêtez de faire le public, c'est tout ce dont vous êtes capable de faire. Bien sûr. Et quand vous ramenez ça à moi, soulevez les caméras, je ne parlerai pas de vous. Je ne ramènerai pas le débat à vous. Alors, répondez à nos questions. Est-ce que vous allez poser la balise? Est-ce que vous allez créer la commission avec Chignac et l'Europe? Est-ce que vous allez saisir la CNUSA? Est-ce pas le soir de parler de ça? Ah non, vous avez tous les travaux. Vous ne voyez pas faire. Vous ne voyez pas faire. Ben oui, bravo. Bravo. Alors, je suis désolé, je reviens puisque vous m'avez coupé la parole. Je n'ai pas envie d'être tributaire d'une machine de guerre associative à votre pote. Le travail, s'il vous plaît, le travail a été largement lancé sur les avions. On va le suivre avec les gens qui m'accompagnent sur ce sujet. Quant à mobiliser la population, je ne vous ai pas attendu pour mobiliser la population quand je le trouvais nécessaire. Donc voilà, je n'ai pas à me justifier davantage du pourquoi je n'ai pas envie d'être à la botte d'une association qui est la vôtre et qui avance masquée, parce que M. Reynaud, on le connaît bien, chère madame, et voilà, c'est mon choix, effectivement, et vous en ferez vos choix.
C'était un problème de personne et vous avez. C'est pas le problème de personne, moi je dis le problème de son association et de ses méthodes. Madame Coche. Elle soulève la population. Elle continue. Continuez, on serait élu. J'ai la parole, s'il vous plaît, merci. D'accord. La police municipale, on cherche. Ah ben elle a le droit de parler quand même. Elle a le droit de parler. Votre spectacle depuis tout à l'heure, c'est aberrant. C'est aberrant. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont mobilisés pour le laissez-vous 2 secondes et laissez parler les autres. Merci. Nous sommes là pour rassembler, pas pour nous insulter. Mais alors faites-le au lieu de faire l'inverse. Nous avons appelé à la motion à soutenir monsieur le maire. Faites-le, monsieur, rassembler au lieu de faire l'inverse. Quand on vous dit, monsieur, qu'on a fait. Non, parce que j'essaie de me faire entendre, vous êtes toujours en train de couvrir mes paroles. Vous vous donnez en spectacle sans cesse. Laissez-la parler. C'est infernal. Non, parler. Quelqu'un parler, quelqu'un d'autre de vous, j'entends. Merci. Alors, si vous vouliez rassembler, monsieur, il s'agirait de prendre en compte les efforts de tous. Quand on vous a dit tout à l'heure que nous aussi on avait fait des actions, alors c'est vrai, on ne les a pas claironnés sur le toit avant qu'elles soient efficaces. Mais on a déjà fait des actions et on donnera les réponses à tous les témoins. Quand vous nous avez dit tout à l'heure que non, vous vouliez que ce soit exclusivement votre association qui gère cela. C'est pas la sienne, voyons. Ah pardon, excusez-moi. L'association Ensemble les Gagnards. Par contre, ne dites pas de mensonges filmés de l'air public. Je n'ai jamais tenu ces propos. Attention, je n'ai jamais tenu ces propos. C'est très grave. Attention, je n'ai jamais dit. C'est très grave. Finissez vos propos. Mais arrêtez de parler de spectacle. Écoutez, si vous voulez effectivement partir dans ce jeu-là, plutôt que de vous intéresser à la population, vous allez pouvoir laisser votre écoute de essayer de rassembler les gens pour qu'ils arrivent à leur fin. Non mais ça c'est impossible. Continuez, Madame Coche. Donc j'aimerais bien que vous arrêtiez de prendre les Pénois pour des idiots, que vous mettiez votre ego de côté, et quand tout le monde pour une fois fait consensus et va dans le même sens, que vous soyez enfin capable d'accepter, monsieur, que tout le monde défende les Pénois, d'accord? Vous n'avez aucun costume de justicier, monsieur, je vous en déteste. Alors si vous permettez, puisqu'on parle de consensus et de rassemblement, il y a aujourd'hui les 3 principales représentations du conseil municipal, Amaro, Fuson et moi-même. Moi, les réunions que j'ai organisées, certaines sont venues, certaines ne sont pas venues. Il est certain que je n'ai pas passé mes journées à battre le trottoir et à coller des affiches pour que les gens viennent. Aujourd'hui, il y avait quoi, une centaine de personnes à peu près, très bien. Moi, ce que je propose à M. Fuson et son équipe, vous désignez qui vous voulez de tous les deux, à M. Amaro et son équipe, et vous désignez qui vous voulez, et à moi-même, en ce qui concerne mon équipe, c'est moi-même qui m'occuperai de ça. Voilà. De faire un groupe de travail qui suivra et qui échangera les propos qu'il y a à échanger avec l'aéroport et avec la direction de l'aviation civile. C'est une proposition que je vous fais, je ne vous demande pas une réponse immédiate, je vais la formuler par écrit. Par contre, effectivement, Bien Vivre au Peine Mirabeau est une association que je respecte, que les choses soient bien claires, que je respecte, qui pour moi est une association politique, comme elle l'a montré par le passé. Et c'est tout à fait respectable. Quand je vous ai dit, M. Amaro, vous êtes en campagne. Oui, vous êtes en campagne, c'est pas grave. Fuson aussi, il est en campagne. Moi, c'est un petit peu différent pour différentes raisons. Les élections, c'est quand même encore loin, c'est dans 3 ans. Aujourd'hui, pourquoi vous ricanez, vous hochez de la tête? Je vous fais une... Non, c'est pas vous, c'est à vos voisines. Entre l'une et l'autre. Bon, bref, je fais des grimaces devant la télé. Oh, bah oui, moi, j'aime bien faire le flou de temps en temps. Voilà, moi, je suis d'accord. Alors, après, non, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter, je vous donne la parole, d'accepter ou de refuser ça. Moi, c'est ce que je vous propose. Alors, après, mobiliser la population, il y a 1000 choses sur lesquelles aujourd'hui on a besoin d'être mobilisé. La motion suivante qui va être prise, c'est le CDS. Il y a des tas et des tas de choses qui font que les gens ont besoin
de s'exprimer aujourd'hui de façon directe. C'est un changement de mentalité. Je ne vais pas revenir aux propos que vous avez eus concernant M. Méard, mais c'est exact. Sauf que les raisons pour lesquelles ça a marché, c'est pas parce qu'il y a eu 10 000 personnes qui sont allées à la préfecture. C'est parce qu'à l'époque, il y avait des réseaux politiques extrêmement forts qui ont fait que ça a marché. Il faut appeler un chat, mais tout le monde le sait. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Et Dieu sait ce qu'à l'époque, je n'étais pas en politique à l'époque, et Dieu sait ce qu'à l'époque, justement, et c'est amusant, il y avait une association qui était en train de se monter, moins bien organisée que bien vivre au Pen Mirabeau, mais alors ce qui est amusant, c'est que celui qui l'a porté, qui est toujours plus ou moins dans les circuits de la commune, il y est toujours, avec toujours aussi peu de succès. Donc voilà, moi, la proposition que je vous fais. Vous l'acceptez, vous la refusez. Moi, toujours est-il que je vais continuer à travailler avec mes équipes, avec les contacts que je peux avoir au niveau de la préfecture. Je vais essayer de ne pas louper, l'épisode de la revoyure du plan d'exposition au bruit et des trajectoires des avions de l'aéroport de Marina. Voilà, je vous ai fait une proposition, je vous donne la parole. Je vais la formuler par écrit, vous me répondez oui, vous me répondez non, vous me répondez pas. Ah non, vous apporterez une réponse sur les contours et qu'on vous a toujours répondu. Juste ce qu'on trouve dommage, c'est qu'on ramène là à une essence politique quelque chose qui est citoyen. Et quand on nous parle de Bégo, depuis le départ, nous n'avons jamais dit nous avons fait. Contrairement à un autre groupe de l'opposition qui a dit nous avons fait. Nous avons toujours dit, monsieur le maire, nous vous soutenons dans ce que vous allez faire. Et nous l'avons écrit, et nous avons dit, nous soutenons les démarches de l'association. Et c'est pas fait. Juste, nous n'avons jamais dit, pour répondre au point de vue, nous avons fait quelque chose parce que nous n'avons rien fait sur ce sujet. Puisqu'il n'y avait pas besoin de le faire, étant donné que le mouvement citoyen s'est engagé, il l'a fait de manière autonome. Je n'ai aucune honte de dire que sur ce sujet, nous n'avons rien fait. Et nous n'avons pas honte de vous dire que nous appelons à ce que vous fassiez les choses et que tout le monde le fasse de manière conjointe. Rassurez-vous, je vais le faire. Ben non, vous avez répondu à aucune question. Donc non, nous ne sommes pas certains. Non, mais c'est pas le lieu pour répondre à des questions techniques, je suis désolé. Il faut arrêter de vous prendre pour le maître d'école et moi, l'élève bien gentil, ne renversez pas les choses. Vous posez en conseil municipal des questions techniques. Bien sûr que je n'y réponds pas. Enfin, arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Bien, alors la motion d'Amaro, nous, on ne participe pas au vote. Eux, ils la votent et vous? Nous, on n'a pas de manifeste, donc on ne participera pas au vote. Vous ne participez pas au vote non plus? On ne va pas fusionner quand même, hein, attention. Hein. Merci. On se marre, hein. Mais par contre, loin des débats des fois aigre-doux, j'ai retenu ce que vous avez dit. Hein. Le DICES a une responsabilité départementale au niveau port et aéroport. Là, en l'occurrence, c'est aéroport. Vous le savez, ça. Donc, si le DICES... moi, je m'en fous qu'il soit passé au Rassemblement national, vous comprenez, c'est pas mon problème. Mais par contre, s'il apporte un suivi efficace à ses travaux, je suis preneur. Comment il s'appelle, Alicio, hein, pourquoi pas. Moi, j'ai pas d'état d'âme. C'est pour ça qu'on... Bien, alors, on a une motion, cette fois sur... Attendez, je suis en train de vous lire, non, le CDS d'abord. Bon, le CDS, c'est une motion de soutien au comité de défense de Pen Mirabeau, c'est quelque chose de bien connu. Malheureusement, RTE revient à la charge avec ses 400 000 vols. L'histoire, vous la connaissez par cœur. On s'y opposait, je m'y étais même opposé physiquement lorsque la police avait été envoyée. J'étais devant le portail de Mme Chex, présente ici ce soir. On continue le combat en essayant que cela marche. Et les combats se gagnent ou se perdent, mais en tout cas, ceux qui ne sont pas livrés, on est sûr qu'ils sont perdus. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, une motion, excusez-moi de l'avoir pris à la hâte, mais c'est quelque chose qui s'est fait un peu en catimini, bien que il y ait eu une enquête publique.
c'est concernant l'instauration de périmètres de protection du canal de Marseille et du bassin de Réaltor. Alors, ça concerne d'assez nombreuses communes. C'est pour des travaux de mise en conformité concernant le canal de Marseille. Alors, sur la commune, il n'y a pas d'expropriation. Par contre, un certain nombre de propriétés sont impactées en matière d'instauration de PPI, périmètre de protection immédiate, ou de PPRR, périmètre de protection rapproché renforcé. Pour faire simple, sur les terrains, le canal de Marseille passerait dessous, un certain nombre de choses ne sont pas permises. Donc, ces terrains sont impactés. Je ne suis pas en train de dire que ces travaux du canal de Marseille ne doivent pas se faire. Hein. Je ne tomberai jamais dans ce type de populisme, mais il n'en demeure pas moins qu'on estime que la moindre des choses, ce serait que une démarche soit instaurée entre les propriétaires et le canal de Marseille en vue d'indemnité. Voilà. Et en tout cas, je porterai ce message auprès de la société. Voilà. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci pour cette soirée de reprise.